cette nuit-là, dans la salle à manger en marbre du manoir 8, mon grand-père se contenta de siroter son thé noir pendant que ma sœur se vantait de m'avoir mise à la porte. Il ne se mit pas en colère, il se contenta de sourire et de demander « Vraiment ?» Le lendemain matin, l'avocat de la famille m'appela à 6h14. Il dit que le vieil homme voulait une réunion privée et que j'apporte les petits papiers que, selon lui, je gardais. Je pensais que c'était une réconciliation. C'était un échiquier. Je m'appelle Aurora Mitchell. J'ai 34 ans et je suis directrice principale de la stratégie chez Northline & Company, l'une des agences de publicité les plus impitoyables de Chicago. De par ma profession, je suis payé pour anticiper les mouvements, pour voir la structure dans le bruit et pour construire des défenses contre les risques. C'est pourquoi la sensation de pluie froide qui s'infiltrait à travers l'épaule de mon manteau, collant mes cheveux à ma nuque alors que je tâtonnais avec une clé étrange et une porte étrange, était une forme particulière d'échec. C'était mon 3e voyage depuis la voiture. Le carton dans mes bras, lourd de dossiers que j'aurais dû numériser il y a des années, commençait à ramollir au coin. Le fond me semblait étrangement humide. J'étais dans le couloir aseptisé d'une location d'entreprise à court terme à River North, un endroit sans personnalité et avec des murs beiges qui sentaient légèrement le nettoyant industriel et les cloisons sèches humides. C'était ma nouvelle maison pour les 30 prochains jours au moins. Mon téléphone, rangé dans la poche de mon trench coat, vibrait sans cesse. Ce n'étaient pas des appels de sympathie. C'était Slack. Une cascade de notifications de mon équipe chez Northline. Un client, un important distributeur de boissons, paniquait au sujet de l'achat de médias d'un concurrent pour le 4e trimestre. Ma vie était comprimée, écrasée simultanément par les pressions de ma carrière et les retombées mesquines et dévastatrices de ma famille. J'ai finalement réussi à tourner la clé, j'ai poussé la porte avec ma hanche et j'ai fait glisser le carton affaissé sur le sol stratifié générique de l'entrée. L'appartement était silencieux, stérile. Le seul bruit était le sifflement de la pluie contre la fenêtre et le coup sec numérisé incessant qui provenait de ma poche. J'ai soupiré en sortant le téléphone. Mon pouce planait au-dessus de l'icône Slack. Mais c'est l'autre notification qui a attiré mon attention, un nouveau message dans le groupe de discussion familiale Mitchell Whitlow. Il venait de Sienna, ma jeune sœur, la raison pour laquelle je me tenais dans une unité de location sans âme en tenant une boîte de papier mouillé. Le message lui-même était un chef-d'œuvre d'agression passive, enveloppé dans le ton enjoué et triomphant qu'elle réservait à ses médias sociaux. Je voulais juste vous faire savoir que j'ai enfin l'appartement pour moi toute seule. Il était temps. Il a fallu donner un petit coup de pouce à Aurora. Vous savez, elle a 34 ans. Il est temps qu'elle apprenne à être indépendante. Je t'aime, grande sœur. Une photo était jointe, Sienna, ses bras autour de son nouveau petit ami, Colin. Il rayonnait, levant des coupes de champagne dans mon ancien salon. Colin était assis dans le fauteuil bleu délavé que j'avais passé un mois à restaurer, sur la table basse, ma table basse, il y avait des boîtes à pizza vides et plusieurs bouteilles de bière. Il célébrait mon expulsion. Mon pouce a bougé avec la précision détachée de mon travail. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas réagi. J'ai fait une capture d'écran du message. J'ai enregistré la photo dans un dossier sécurisé sur mon disque cloud. C'était un réflexe maintenant, aiguisé par des années de formation stratégique et renforcé par une vie entière à gérer Sienna. Chaque action est un point de données. Chaque publication est une pièce à conviction potentielle. La seule personne qui comprenait cette méthodologie était l'homme qui me l'a enseigné, mon grand-père, Leonard Whitlow. Mon grand-père est un homme qui s'est fait tout seul, un milliardaire industriel du commerce de détail qui a transformé Whitlow Holdings d'un simple magasin à rabais dans les années 1950 en un mastodonte national. Il a pris sa retraite des opérations quotidiennes maintenant, mais son ombre dicte encore les conditions de nos vies. Ce n'était pas un homme chaleureux. Il ne faisait pas de câlins ni n'offrait de douces platitudes. Au lieu de cela, il m'a donné des leçons. Quand j'avais 12 ans, me lamentant sur une note que je trouvais injuste, il ne m'a pas cajolé. Il m'a fait asseoir à son immense bureau en acajou et a dit, « Aurora, si tu n'as pas de dossier, tu n'as pas d'affaires. Les sentiments sont du bruit. Les faits sont la fondation. » J'ai pris cette leçon à cœur. C'est comme ça que j'ai survécu à ma famille. C'est pourquoi j'ai commencé ce que j'appelais mon cahier de preuves, bien qu'il ait depuis longtemps évolué en un registre numérique fortement crypté. J'ai posé la boîte mouillée et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le comptoir générique en panneau de particules qui servait d'îlot de cuisine. J'ai ouvert le fichier. Tout était là,
organisés par date et par catégorie. Il y avait le contrat de location de l'appartement que je venais de quitter, daté d'il y a 18 mois. Mon nom était le seul qui y figurait. Le crédit de Sienna était ruiné après qu'elle ait manqué à 3 cartes de crédit. Elle ne pouvait pas obtenir l'approbation d'un forfait téléphonique, encore moins d'un appartement de 2 chambres à Lincoln Park. J'ai signé. Elle a promis de payer sa moitié. Il y avait les virements bancaires, une colonne nette de débit de mon compte au sien, $2000 pour le dépôt de garantie, $500 pour l'installation des services publics, et $400 le mois dernier parce qu'elle était un peu à court parce qu'elle avait acheté des billets pour un festival de musique. Il y avait les courriels, Sienna me suppliant de co-signer le bail. Je te jure, Rory, je serai tellement responsable cette fois. Il est différent. Il y en avait eu beaucoup il est différent. Colin n'était que le dernier. Mon esprit s'est égaré, remontant des fichiers plus anciens stockés dans la mémoire. Il y a 3 ans, un appel paniqué et pleurant d'Aspen. Sienna était partie en voyage de ski qu'elle ne pouvait pas se permettre, avait essayé une piste noire pour impressionner un gars et s'était fracturé le poignet. Elle n'avait pas d'assurance. J'ai payé la facture de la salle d'urgence et les honoraires du spécialiste qui ont suivi. Elle ne m'a jamais remboursé. L'année dernière seulement, la crise du travail. Elle avait décroché un poste de marketing junior, un emploi pour lequel j'avais tiré des ficelles pour qu'elle l'obtienne. Elle a manqué une échéance cruciale pour le lancement d'un produit, elle a simplement oublié de télécharger les éléments. Son directeur était prêt à la renvoyer. J'ai passé 48 heures d'affilée, alimenté par du café noir et une rage tranquille et latente, à reconstruire de toutes pièces le deck de campagne. Je le lui ai envoyé par courriel à 4 heures du matin. Elle l'a présenté comme le sien à 9 heures et a reçu des compliments sur sa diligence. Sienna a pris cela pour sa fonction. Je l'ai permis comme la mienne. Mais le sol sous nos pieds se déplaçait. L'écosystème familial, qui fonctionnait selon ses hypothèses dysfonctionnelles depuis des décennies, se préparait à une secousse. L'usine à rumeurs internes, habituellement juste des potins discrets sur quel cousin était en cure de désintoxication ou dont le mariage échouait, était devenue frénétique. Whitlow Holdings était sur le point de restructurer toute la fiducie familiale. Mon grand-père, maintenant dans sa 80aine, préparait soi-disant son test final. Il croyait que la 3e génération, ma génération, était faible, non testée. Il cherchait quelque chose, de la force, de l'indépendance, une colonne vertébrale. Sienna, à sa manière profondément erronée, a dû penser que me mettre à la porte était une démonstration de cette force. Elle pensait qu'elle prouvait son indépendance à lui, en utilisant le langage même, il est temps qu'elle apprenne à être indépendante, qu'elle l'avait entendu utiliser. L'ironie était acide. Elle accomplissait son indépendance en vivant dans un appartement que je payais, subventionné par l'argent que je transférais, célébrant avec un petit ami qui mangeait probablement la nourriture que j'avais achetée, et j'avais les reçus pour tout cela, des faits honnêtes, vérifiables et vérifiables. Mon téléphone a sonné de nouveau. Le son a transpercé l'appartement silencieux, aigu et exigeant. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais l'indicatif de la bourse de Chicago était familier. J'ai répondu, me préparant à une autre urgence au travail. Aurora Mitchell. Madame Mitchell. Ici Marjorie Haye. Ma posture s'est redressée. Marjorie Haye n'était pas une amie. Elle était de la famille, plus précisément, elle était l'administratrice en chef de la succession familiale Whitlow. Elle était la voix de mon grand-père, son exécutrice, son pare-feu. Elle parlait d'un ton sec et précis qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Madame Haye. Bonjour, Monsieur Whitlow demande votre présence pour le dîner au Ridge ce vendredi, à 19 heures. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation. Le moment était indéniable. Le test commençait. J'y serai, dis-je, ma voix stable, ne trahissant aucun du chaos qui s'agitait en moi. Bien, il y eut une pause, juste assez longue pour que je sache que la conversation n'était pas terminée. Et Aurora, ajouta-t-elle, sa voix baissant légèrement, il est certain que vous savez ce qu'il faut apporter. Elle n'avait pas besoin d'élaborer. Elle ne voulait pas dire une bouteille de vin. La ligne s'est coupée brusquement. J'ai regardé autour de la pièce beige vide. J'ai regardé les notifications Slack qui exigeaient encore mon attention. J'ai regardé l'écran de mon ordinateur portable où le registre des dettes de Sienna brillait dans la lumière déclinante. Tenue de registre honnête. Les faits sont la fondation. Mon grand-père voulait la vérité.
Et pour la première fois de ma vie, je me préparais à la lui donner. Whitlow Ridge n'était pas une maison. C'était une déclaration. Il était situé au point culminant de Lake Forest, une forteresse de plaques de verre vertigineuses et de calcaire froid de l'Indiana, fusionnée aux os d'un manoir de l'âge doré. On s'y approchait par une longue allée sinueuse, où le gravier sonnait moins comme un accueil et plus comme un avertissement. La structure originale, tout en noyer foncé et en granit lourd, était encore visible, mais mon grand-père en avait encastré des parties dans une coquille stérile et moderne. C'était sa façon de montrer qu'il respectait l'histoire, mais qu'il n'était pas régi par elle. Alors que je garais ma modeste berline devant l'entrée principale, j'ai ressenti la compression familière dans ma poitrine. L'air au Ridge était plus mince, plus lourd. Des ancêtres que je n'avais jamais rencontrés, capturés dans de lourds portraits à l'huile foncée, bordaient le grand hall d'entrée. Leurs yeux étaient uniformément sévères, jugeant chaque arrivée. La maison sentait le vieux bois, le vernis à l'huile de citron et la légère odeur métallique de l'air conditionné. C'était l'odeur du pouvoir préservé et concentré. J'avais la petite clé USB cryptée dans la poche de mon manteau. Elle semblait dense, comme un contrepoids à tout le manoir. La gouvernante, une femme qui était avec mon grand-père depuis 4 décennies et qui bougeait avec une fonction silencieuse et infaillible, prit mon manteau sans dire un mot. Elle fit simplement un signe de tête vers la salle à manger, où le murmure bas des voix confirmait que j'étais la dernière à arriver. La salle à manger était une caverne d'acajou et de cristal. Une cheminée assez grande pour se tenir debout restait éteinte. Au centre de l'interminable table polie, était assis mon grand-père, Léonard Whitlow. Il était le pivot sur lequel tout notre monde pivotait. Assise à sa droite, déjà en train de savourer un verre de vin, se trouvait ma sœur, Sienna. À côté d'elle, ayant l'air mal à l'aise mais arrogant dans un costume emprunté, se trouvait Colin. « Aurora, vous êtes ponctuelle » dit mon grand-père. Ce n'était pas un compliment, juste une observation. « Grand-père » dis-je, prenant ma place désignée directement en face de Sienna. La distance entre nous était une représentation physique de notre relation. Sienna m'adressa un sourire éclatant et cassant. « Rory, tu as l'air sèche. Heureuse que tu aies trouvé un endroit. » D'accord, j'étais inquiète, tu sais, avec le court préavis. Je dépliai ma serviette. Mon nouvel appartement est convenable. Sienna, merci. Convenable. Tu vois, Colin, elle l'adore déjà. Sienna rit, se penchant vers lui. Colin, saisissant son signal, gloussa et passa son bras sur sa chaise. Eh bien, nous adorons l'ancien endroit, dit Colin, sa voix trop forte pour la pièce. Sienna a déjà des projets pour un bureau à domicile dans ton ancienne chambre. Aurora, geste intelligent. Maximiser l'espace. Je suis juste contente que nous ayons enfin de la place pour respirer, intervint Sienna, picorant sa salade. C'était la bonne décision. Honnêtement, je pense que je lui ai rendu service. Il s'agit de responsabilité. Nous avons tous entendu grand-père parler de responsabilité. Je me suis concentré sur le verre d'eau, traçant le bord avec mes yeux. Ne pas réagir. Les faits sont la fondation. Elle a 34 ans, continua Sienna, s'échauffant sur son sujet. Il est temps qu'elle apprenne à être indépendante. On ne peut pas simplement compter sur sa famille pour toujours, n'est-ce pas? Il faut tracer son propre chemin. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer, venant d'une femme vivant dans un appartement loué à mon nom, dont les factures de services publics étaient payées automatiquement à partir de mon compte chèque, qui avait emprunté pris des milliers de dollars pour des urgences allant des factures médicales au voyage de ski. Nous avons eu une conversation très claire à ce sujet. Sienna dit, en regardant directement notre grand-père, qui coupait méthodiquement son steak. Elle jouait la comédie pour lui. J'étais ferme. Je lui ai dit, tu as 48 heures pour vider tes affaires. Je lui ai fixé une date limite. J'ai géré la situation, et c'est tout. Une rupture nette. Mon grand-père s'arrêta, son couteau et sa fourchette suspendus au-dessus de l'assiette. Il prit une lente gorgée d'eau. Puis il leva les yeux, non pas vers Sienna, mais vers moi. Ses yeux étaient bleu pâle, de la couleur d'un ciel d'hiver, et totalement dépourvus d'émotion. Il ne regardait pas sa petite fille. Il regardait un actif, une variable dans une équation. C'était le regard qu'il réservait à la fin d'un trimestre fiscal. Juste avant d'examiner le bilan final, il vérifiait ma colonne, évaluant ma valeur, regardant si j'étais dans le rouge.
J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas bronché. Je ne lui ai rien donné. Il se tourna vers Sienna, et il sourit. C'était le sourire de la salle à manger de ce soir-là. Il n'était pas chaleureux. C'était le sourire fin et acéré d'un homme qui vient de confirmer une donnée cruciale. Vraiment, dit-il, les mêmes mots qu'avant. Absolument, rayonna Sienna, prenant sa froide évaluation pour une approbation. C'est une nouvelle ère. Nous avons terminé le plat principal en silence, seulement brisé par le bruit de l'argenterie lourde sur la porcelaine fine. Sienna et Colin échangèrent des regards satisfaits. Je me suis concentré sur ma respiration. Le test avait lieu, et je n'avais même pas ouvert mes notes. Puis la gouvernante revint, portant un plateau en argent. Dessus, il n'y avait ni tasse à café ni assiette à dessert, mais 3 enveloppes crème identiques en papier épais. Chacune était scellée avec la cire vert foncé des armoiries de la famille Whitlow. Elle en plaça une devant Sienna, une devant moi et une, à la surprise visible de Colin, devant Colin. Sienna ramassa la sienne immédiatement, ses doigts traçant la cire. « Grand-père, qu'est-ce que c'est » Mon grand-père posa sa serviette sur la table. « Notre famille, Sienna, a profité des fruits du travail, mais je me demande si la génération actuelle comprend l'arbre ou seulement le fruit. J'ai organisé une petite tâche, une corvée pour chacun de vous. » Il fit un geste vers les enveloppes. « Accomplissez votre tâche, et vous gagnerez votre dessert. » L'implication planait dans l'air. Le dessert n'était pas un cheesecake. Le dessert était la restructuration du Trust Whitlow. Sienna, énergisée par ce qu'elle percevait comme sa victoire, déchira la sienne. Colin, plus lent, tâtonna avec son seau. J'ai brisé mon propre seau avec mon pouce, mes mouvements délibérés. À l'intérieur, il n'y avait pas de document complexe, juste une seule clé en laiton lourd, ancienne et ornée, et une note pliée. J'ai reconnu la clé. Elle appartenait au bureau auxiliaire de sa bibliothèque principale, la pièce où il gardait les registres familiaux privés, ceux qui étaient séparés des avoirs de l'entreprise. J'ai déplié la note. L'écriture était la sienne, austère, angulaire et absolue. Elle contenait 5 mots, dis-moi simplement la vérité. C'était un ordre, mais c'était aussi, je l'ai réalisé, un bouclier. Il ne me demandait pas d'être une rapporteuse. Il me demandait de rédiger un rapport. J'ai levé les yeux sur la table. L'ambiance s'était détériorée. « Qu'est-ce que c'est » dit Sienna, sa voix aiguë. Elle tenait son téléphone, qu'elle avait utilisé pour scanner un code QR imprimé sur sa carte. C'est une sorte de questionnaire de valeur. Veuillez quantifier vos contributions au pool d'actifs familial au cours des 24 derniers mois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle fit défiler l'écran de son téléphone. Et ceci. C'est une copie de l'accord de prêt du fonds d'urgence que j'ai signé il y a 3 ans. Pourquoi vous me montrez ça ? Lisez l'annexe. Sienna, dit mon grand-père doucement. Je ne commença-t-elle. Mais Colin était devenu pâle à côté d'elle. Il fixait sa propre feuille de papier, qui était apparemment à l'intérieur de son enveloppe. Monsieur Whitlow. Monsieur, balbutia Colin, sa bravade disparut, remplacée par la panique nue d'un amateur pris à la table du professionnel. Je pense qu'il y a eu une erreur. Ce document, il énumère un véhicule du parc automobile de l'entreprise. Véhicule numéro 405, dit mon grand-père, les yeux fixés sur son verre d'eau. Une berline noire immatriculée au nom de la société holding. Moi, Sienna, et je l'ai utilisé pour un voyage d'un week-end, dit Colin. Je le testais pour une intervention exécutive. Vous avez indiqué que le remboursement kilométrique était une visite client à Milwaukee. Mon grand-père déclara, le traceur GPS et les frais d'hôtel vous placent à Lake Geneva. Ce n'est pas Milwaukee. C'est une utilisation non autorisée d'un actif de l'entreprise. C'est, en termes simples, du vol. Sienna regarda alternativement Colin et son téléphone, réalisant que ce n'était pas une récompense. Grand-père, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'appartement ? Je voulais être indépendante. Mon grand-père se leva finalement. Le dîner était terminé. Sa voix n'était pas forte, mais elle traversa la pièce, réduisant au silence la protestation de Sienna. Vous confondez indépendance et droit. Vous confondez expulsion et force. Et vous, dit-il, en faisant un signe de tête à Colin, vous confondez accès et privilège. Il me regarda. Ma bibliothèque. Il regarda Sienna et Colin. Ma bibliothèque.
demain, 9 heures. Il se tourna et quitta la salle à manger, nous laissant tous les trois dans un silence étouffant, l'odeur du vieil argent et de la nouvelle panique flottant dans l'air. Sienna fixait son téléphone, les conditions de prêt qu'elle avait signées et oubliées. Colin regardait le document qui prouvait son petit larcin, et je tenais la clé de la vérité. Je n'ai pas attendu le matin. La réunion de 9 heures était la date limite, pas le coup d'envoi. Pendant que Sienna et Colin se retiraient probablement dans une aile d'invités pour paniquer, je suis allé à la bibliothèque. La clé en laiton était froide dans ma main. La bibliothèque était le véritable bureau de mon grand-père, une pièce à 2 étages en noyer foncé qui sentait le vieux cuir, le papier à livre et le léger parfum persistant de cire à plancher. L'air était encore lourd du poids de décennies de décisions. Je passais devant les étagères d'histoire reliées en cuir jusqu'à un panneau spécifique. Je tournai le dos d'un livre, un cliché qu'il appréciait énormément, et une section du mur s'ouvrit en un clic. Il révéla le bureau auxiliaire. Cette pièce n'était pas grandiose. Elle était fonctionnelle, acier, verre et un seul coffre-fort massif ignifugé placé derrière une sombre peinture du XIXe siècle représentant une tempête en mer. La clé tourna avec un clac lourd, huilé et parfaitement silencieux. La porte s'ouvrit. Il n'y avait pas d'argent liquide, pas d'or, pas d'obligation au porteur. Il n'y avait que des données, des rangées de boîtes d'archives, plusieurs disques durs cryptés et un ensemble d'épais registres familiaux reliés en cuir. Je savais lequel sortir, déboursement de 3e génération, passif. Je m'assis au bureau en acier froid sous le seul cône de lumière. J'ouvris le registre. L'écriture acérée et angulaire de mon grand-père remplissait les pages les plus anciennes, mais les entrées récentes étaient numérisées, insérées avec une régularité mensuelle obsessive. Je trouvai l'onglet marqué Sienna. Tout était là, une liste détaillée de chaque dollar qu'elle avait jamais retiré. Mais alors mon cœur s'est arrêté. J'ai vu mon propre nom répertorié sous une colonne intitulée Source. Il ne se contentait pas de suivre son argent. Il suivait le mien. J'ai sorti de ma poche la clé USB cryptée, celle qui contenait mon propre carnet de preuves, et je l'ai insérée dans le terminal sécurisé du bureau. Mes fichiers se sont chargés sur l'écran de gauche. La page du registre scanné s'est chargée sur l'écran de droite. Ce n'était pas seulement une correspondance. C'était un miroir. Mon fichier, août 2023. Virement à S. Mitchell. 1500 $. Motif, manque de loyer. Son registre, août 2023. Compensation de passif S. Mitchell 1500 $. Source, A. Mitchell or Trust. Mon fichier, janvier 2024. Paiement à Aspen Valley ER. 4200 $. Motif, S. Mitchell Medical. Son registre, janvier 2024. Couverture de dette externe, S. Mitchell, 4200 $. Source, A. Mitchell. Et ainsi de suite, les 900 pour les soins dentaires, les 500 pour le défaut de paiement des services publics, les billets de festival que j'avais payés. Il avait un registre complet et audité de mon assistance. Il savait exactement quelle part de sa vie indépendante je finançais. La ligne de résumé final sur la page de son registre, datée d'il y a seulement 3 jours, le lendemain du jour où Sienna m'a mis à la porte, était austère, soutien total hors trust externe 63 480 $. Pendant tout ce temps, il n'avait pas été aveugle à sa dépendance. Il me testait. Il attendait que j'arrête d'être la martyre financière de la famille. Un léger bruit m'a fait lever les yeux. Marjorie Hay se tenait dans l'embrasure de la porte, un mince dossier à la main. Elle ne sembla pas surprise de me trouver là. Il supposait que vous seriez minutieuse, dit-elle. Sa voix était un murmure bas et clinique. Il savait, murmurai-je, en montrant les 2 écrans. Il savait que je payais pour tout. Monsieur Whitlow croit au bilan, dit Marjorie, entrant à peine dans la pièce. Il a toujours considéré la vérité comme une forme de dignité vérifiable. Les revendications de votre sœur étaient bruyantes, mais son registre était profondément dans le rouge. Votre silence, en revanche, était soutenu par des actifs. Il voit cela comme un test de ma solvabilité. Il y voit un test de votre colonne vertébrale, corrigea-t-elle, non sans gentillesse. Il dit souvent qu'on ne peut pas construire un empire avec des gens qui refusent d'appeler un défaut un défaut. Elle s'avança et posa le dossier qu'elle tenait sur le bureau. C'était dans le dossier de l'entreprise. Il pensait que cela pourrait compléter le tableau. Je l'ouvris. Autorisation temporaire Shitty.
C'était le formulaire du parc automobile pour la berline noire. Le nom de Colin était indiqué comme utilisateur temporaire, mais en bas, sur la ligne de garant, il y avait la signature de Sienna. Audacieuse et négligente, elle s'était portée personnellement garante de lui, tirant parti de son statut familial pour donner une voiture de société à son petit ami. Un petit post-it jaune, du genre que les assistants de bureau utilisaient, était glissé à l'intérieur de la couverture. L'écriture de mon grand-père était indubitable, qui vit aux dépens de qui? Il déteste les prénoms garantis, confirma Marjorie. Voyant l'expression sur mon visage, 9 heures du matin. Les faits, mademoiselle Mitchell, rien d'autre. Elle se tourna et s'en alla. Un fantôme en costume d'affaires. Dignité vérifiable. Je me retournai vers le terminal. Je n'étais plus une sœur. J'étais une stratège. C'était mon travail chez Northline. J'étais en train d'établir une évaluation des risques. J'ouvris un nouveau document, partager mon écran. Sur le côté gauche, je sortis les captures d'écran de la conversation du groupe familial, la photo d'elle et de Colin trinquant au moment où elle a appris à être indépendante. J'allais sur ses médias sociaux publics. Les publications étaient fréquentes et nauséabondes. 1er juin, une photo souriante d'elle au brunch. Légende, enfin, on se débarrasse de l'ancien et on fait de la place pour le nouveau. Tellement excité pour ce prochain chapitre. Vie de patron autonome. 2 juin, mes relevés bancaires. Virement. $2000 à Sienna Mitchell. Mention, à compte pour appartement. 9 juillet, une photo d'elle et de Colin à Lake Geneva, sur le bateau du voyage en voiture non autorisée. Légende, vivre la vie que nous méritons. Dur labeur mérité. 10 juillet, la date du rapport kilométrique falsifié. La date d'échéance du paiement de sa carte de crédit pour lequel j'étais cosignataire. Le schéma était indéniable. Chaque vantardise publique d'indépendance était un écran de fumée pour un acte privé de dépendance financière. J'ai méthodiquement capturé chaque instance, en alignant la date de la vantardise avec la date du renflouement. La dernière pièce, les journaux de sécurité de l'appartement. En tant que locataire, j'avais un accès complet. Je me suis connecté au portail de l'immeuble. J'ai sorti les images horodatées du mardi, 14h14, moi, le visage tendu d'humiliation, portant une lourde boîte de livres dans le hall sous la pluie. 16h58, moins de 3 heures plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Sienna rit, la tête rejetée en arrière. Colin juste derrière elle, traînant 2 grandes valises dans l'appartement. Il n'était pas un invité. Il était un résident. J'ai pris une capture d'écran haute résolution, le regard de triomphe pur et mesquin sur le visage de ma sœur. La façon désinvolte et appropriative dont Colin a glissé son nouveau porte-clés électronique. Je l'ai ajouté à mon dossier. J'ai créé un nouveau titre, Exposition au risque financier légal. Point, violation du contrat de bail, article 4, section 2, pas d'occupant non approuvé. J'ai signalé ma propre cote de crédit comme le principal actif à risque. Point 2, expulsion frauduleuse, occupation illégale. J'ai noté que sa demande de 48 heures était légalement nulle, et son remplacement immédiat de moi par un locataire non payant et non approuvé constituait une saisie hostile du bail. Point 3, complicité et utilisation abusive des actifs de l'entreprise. J'ai joint le document Sheetil scanné. Mon travail était terminé. J'avais le registre, la chronologie, les publications sur les médias sociaux, les virements bancaires, le formulaire Sheetil et les preuves vidéo. Je n'avais pas besoin d'émotion. Les faits étaient froids, durs et parfaits. J'ai ouvert un dernier document vierge. J'ai tapé le titre, résumé analytique, examen de la responsabilité des actifs de Mitchell. Je n'ai pas écrit de lettre. J'ai écrit une note d'information. 1. Il existe une divergence documentée entre l'indépendance déclarée et la dépendance financière réelle. 2. Soutien total hors trust provenant de A. Mitchell sur 18 mois, $63 480. 3. Violation active du contrat de bail exposant le locataire, A. Mitchell, à un risque financier et juridique important. 4. Complicité et utilisation non autorisée des actifs de l'entreprise, Whitlow Holdings Motor Pool. C'était une page, des faits cliniques et statiques. Pas de commentaires. J'ai inséré une seule feuille du papier épais couleur crème de mon grand-père dans l'imprimante. Elle en est ressortie chaude. J'ai pris le lourd stylo plume sur son bureau. J'ai regardé la ligne de signature. Ce n'était pas Rory.
Rory était la sœur qui payait les factures et absorbait les insultes. Rory était celle qui s'est fait mettre à la porte sous la pluie. Rory était une mauvaise dette. J'ai signé mon nom, la plume grattant légèrement le papier épais, Aurora Mitchell, Northline Company, opération stratégique. C'était un engagement, une promesse à moi-même que je ne serais plus l'amortisseur de la famille. Je serais la stratège. J'ai placé la feuille de papier unique et la clé USB dans un dossier manille propre et je l'ai fermé. J'ai quitté la bibliothèque et suis allé attendre 9h du matin. 9h du matin. Les lourdes portes en chêne de la bibliothèque se sont refermées en un clic. Le son était étouffé par la densité de la pièce. Ce n'était pas le grand espace à 2 étages pour l'apparence. C'était la bibliothèque de travail de mon grand-père. Le bureau auxiliaire de la nuit précédente. C'était une pièce d'acier, de bois sombre et de lumière froide, conçue non pas pour le confort, mais pour les décisions. Mon grand-père, Léonard Whitlow, était assis derrière son bureau massif. Il portait un simple pull sombre, mais il commandait l'espace comme s'il portait une armure complète. Marjorie Hay se tenait à sa gauche, sa tablette lumineuse, son attitude celle d'une sténographe judiciaire silencieuse. Sur un canapé en cuir rigide et inconfortable, en face du bureau, étaient assis Sienna et Colin. Ils avaient l'air pâles et épuisés, comme s'ils avaient passé la nuit à se disputer plutôt qu'à dormir. J'étais assise dans un fauteuil solitaire, placé à un angle perpendiculaire par rapport à eux, un terrain neutre stratégique. Le dossier manille que j'avais préparé reposait sur mes genoux. Mes mains étaient jointes dessus. Le silence s'étira, épais et tactique. Mon grand-père le laissa s'installer, un outil qu'il utilisait souvent pour laisser les gens se vaincre eux-mêmes. Sienna rompit prévisiblement en premier. Grand-père, à propos d'hier soir. Je pense qu'il y a eu un énorme malentendu. Colin et moi Sienna la coupa Théil, sa voix plate. Il ne la regarda pas. Il étudiait une simple feuille de papier sur son bureau. Mon résumé. Tu as fait une déclaration hier soir. Tu as dit que tu étais indépendante. Il leva les yeux, ses yeux pâles la clouant au canapé. L'es-tu? Sienna se hérissa visiblement. Elle essayait de retrouver l'énergie provocante du dîner. Oui, absolument, je le suis. J'ai pris le contrôle de ma vie. J'ai pris une décision difficile concernant ma situation de vie parce que je ne suis plus une enfant. Elle me lança un regard venimeux. J'ai posé une limite. J'ai arrêté de laisser Aurora me contrôler, ce qu'elle a fait toute notre vie. Est-ce ainsi? La voix de mon grand-père était dangereusement douce. Te contrôler? Oui, insista T.L., se chauffant au thème. Elle a toujours brandi des choses au-dessus de ma tête, l'argent, l'appartement. C'était sa façon de me maintenir dépendante, de se sentir supérieure. La mettre à la porte, c'était moi qui me libérais enfin. C'était moi qui étais responsable, comme tu dis toujours. Mon grand-père hocha lentement la tête, comme s'il considérait son argument. Responsable, je vois. Il tapa sur une touche de son bureau. Un grand écran haute définition, précédemment caché derrière un panneau de bois, glissa pour apparaître sur le mur. Il s'alluma, affichant non pas une chaîne d'informations, mais une feuille de calcul. C'était son grand livre, celui du coffre-fort. Ceci, dit mon grand-père, en désignant l'écran, est le grand livre de ton indépendance? Sienna plissa les yeux. Colin se pencha en avant. Les lignes en rouge, continua-t-il, sont les décaissements en espèces du fonds d'urgence familial. Les éléments en bleu sont les dettes de tiers payées en ton nom. Il utilisa un pointeur laser, le point rouge atterrissant sur un chiffre de résumé final. Le total bleu, provenant entièrement de ta sœur, s'élève à 63 480 $ au cours des 18 derniers mois. Sienna cessa de respirer. Le nombre flottait dans l'air, clinique et irréfutable. Elle fixa, sa bouche s'ouvrant et se fermant, la bravade, tout le récit qu'elle avait construit, évaporé en un instant. Il y eut un moment de silence pur et vibrant. Puis vint le pivot. Sa tête se tourna brusquement vers moi, ses yeux remplis d'une rage désespérée et enfantine. Toi, cria-t-elle, pointant du doigt. Tu as fait ça. Tu as couru vers lui avec tes fichiers secrets, tes petites feuilles de calcul. Tu as toujours été comme ça, un serpent froid, calculateur et jaloux. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas répondu. Tu détestes que je sois heureuse, cracha T.L., sa voix montant. Tu détestes que j'ai Colin, que j'ai ma propre vie. Tu voulais que j'échoue.
C'est toi qui essaies de me saboter. Elle se désagrégeait, passant d'une adulte provocante à un enfant acculé. Mon grand-père observa la performance, son visage illisible. Il tourna ensuite son regard vers moi. Aurora, ta sœur affirme que tu es contrôlante, que c'est un acte de sabotage. As-tu une réponse à cela? C'était le test. Étais-je là pour accuser, pour pleurer, pour exiger justice? J'ai détourné le regard du visage furieux et strié de larmes de Sienna et j'ai croisé son regard. Je me suis penché en avant, gardant mon mouvement lent et délibéré. J'ai ramassé le dossier Manny sur mes genoux et l'ai fait glisser sur la vaste étendue polie de son bureau. Il s'est arrêté directement devant lui. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sienna. « Encore plus de tes mensonges, encore plus de tes petits messages codés. » Mon grand-père ouvrit le dossier. Il lut mon résumé d'une page. Il jeta un coup d'œil à l'onglet fermé de la clé USB. Il n'avait pas besoin de regarder le contenu. Il savait ce qu'il contenait. Il avait les originaux. Il leva de nouveau les yeux vers moi. « Tu n'as rien à ajouter? » « Non, grand-père, dis-je. » Ma voix était basse, stable et claire dans la pièce silencieuse. « Je n'ai pas d'opinion. J'ai seulement apporté la vérité, le contrat de location, les relevés bancaires, les journaux de sécurité du bâtiment. Les faits sont statiques. Les faits sont la fondation. » Je lui renvoyais sa propre leçon. Un éclair de quelque chose, peut-être d'approbation, traversa ses yeux. Il ferma le dossier, satisfait. Son attention se déplaça ensuite, comme une lourde tourelle de canon pivotant vers une nouvelle cible. La température de la pièce, déjà froide, chuta de plusieurs degrés supplémentaires. « Monsieur Colin, dit-il. » Colin, qui essayait de se rendre invisible, tressaillit. « Monsieur Whitlow, hier soir, j'ai été informé d'une utilisation non autorisée d'un actif de l'entreprise, le véhicule 405. » Monsieur, c'était un malentendu, balbutia Colin, sa voix soudainement glissante de la panique d'un vendeur. Je faisais juste une course. Je testais le véhicule pour une visite potentielle d'un client. Une visite de client, répéta mon grand-père, au lac de Genève pendant 3 jours? C'est un nouveau marché, monsieur. Des clients de grande valeur. Marjorie y parla pour la première fois, sa voix coupant le babil de Colin sans même lever les yeux de sa tablette. Le journal GPS place le véhicule au Grand Hôtel du Lac de Genève pendant 71 heures consécutives, dont 64 ont été enregistrées comme hors service. Le rapport de dépenses déposé sous votre carte d'entreprise pour le divertissement des clients à Milwaukee a été signalé. Les frais proviennent d'un port de plaisance de location de bateaux et de 2 restaurants également situés au lac de Genève. Le visage de Colin devint rouge marbré. Je le dis Sienna, je voulais dire, j'allais le rembourser. C'était juste un avantage, un malentendu. M. Colin, dit mon grand-père, sa voix empreinte du mépris froid qu'il réservait aux petits voleurs. Vous êtes un menteur, et vous êtes, à partir de ce moment, au chômage. La firme pour laquelle vous travaillez est un fournisseur subsidiaire de Whitlow Holdings. Ce contrat est maintenant en cours de révision. Vous serez escorté hors des locaux. Notre équipe juridique vous contactera concernant les dépenses frauduleuses et le vol de biens de l'entreprise. Quoi? Sienna attrapa le bras de Colin. Vous ne pouvez pas. Il n'a pas fait ça. C'était mon idée. Je lui ai dit que c'était bien. Alors tu es une idiote, dit Léonard. Marjorie appuya sur un bouton de son téléphone de bureau. Les portes de la bibliothèque s'ouvrirent, révélant les 2 agents de sécurité en costume de la nuit précédente. Ils n'entrèrent pas. Ils attendirent. Colin regarda Sienna, ses yeux grands ouverts de panique. Sienna, fais quelque chose. Dis-lui. Sienna regarda son visage désespéré et faible et l'expression de fer de son grand-père. Elle vit à cet instant qu'il était un fardeau. Sa monnaie n'avait aucune valeur. Elle lâcha son bras. Colin se leva, lissa son costume bon marché et sortit de la pièce, flanqué de l'équipe de sécurité. La porte claqua, l'enfermant dehors. Le silence qui suivit fut différent. C'était le vide laissé par une explosion ratée. Sienna resta assise là, fixant l'espace vide où il avait été. Tout son système de soutien, tout son monde construit, avait été démantelé en moins de 10 minutes. Elle s'effondra. Ce n'était pas un cri digne. C'était un effondrement brut, laid, frissonnant.
Il est parti, murmura-t-elle, la réalisation la frappant. Puis elle me regarda, son visage un masque de chagrin et de fureur. Tu as fait ça. Tu as planifié ça. Tu voulais me ruiner. Tu voulais que je n'ai rien. Si est commençait je, mais elle était hors de toute raison. Tu es cruelle, Aurora, cria-t-elle, le mot résonnant dans la pièce silencieuse. Tu es froide, sans cœur, cruelle. Tu l'as toujours été. Touac. Le son était aigu, violent. Mon grand-père avait claqué sa lourde canne de chêne à plat sur la surface de son bureau. L'impact vibra à travers les meubles. Sienna se figea, un sanglot pris dans sa gorge. Léonard Whitlow se pencha en avant. Sa voix était un grondement guttural bas, chargé d'une vie d'autorité. Cruel. Il se leva, tenant la canne. Cruel n'est pas ça. Ceci est un audit. Ceci est une correction. Il fit un pas vers elle. Cruel n'est pas l'application d'un contrat. Cruel n'est pas la présentation d'un fait. Cruel, c'est prendre la sœur qui t'a hébergé, financé et sauvé, et la jeter sous la pluie pour qu'un parasite puisse prendre son lit. C'est ça, Cruel. Sienna recula comme s'il l'avait giflé. Tu voulais être indépendante, dit-il, sa voix revenant à un monotone froid de salle de réunion. Tu voulais être responsable. Je t'accorde ton souhait. Quelqu'un dans cette famille doit apprendre à signer un bail et à payer un dépôt de garantie avec son propre argent. Ce ne sera plus Aurora. Il me regarda, puis de nouveau vers elle. C'est le test Whitlow. Il commence aujourd'hui. Il durera 30 jours. Chacune de tes actions, chacune de tes décisions, sera observée et enregistrée. Ta position finale au sein de la famille et au sein de la fiducie sera déterminée par ta performance. Ne me déçois pas davantage, dit-il, ses yeux se fixant sur Sienna. Il se tourna, marcha vers la porte et partit. Marjorie y ramassa sa tablette et le suivit sans dire un mot, me laissant seul dans la pièce stérile et silencieuse avec l'épave de ma sœur. J'ai quitté la Crète ce matin-là et je suis allé directement au bureau. La tour brutaliste en verre et en acier de Northline & Company était, à sa manière, aussi froide que la bibliothèque de mon grand-père. Mais ici, la froideur était un réconfort. C'était transactionnel, pas personnel. Ici, ma valeur était mesurée en livrables, en pourcentage de parts de marché et en idées stratégiques. C'était un langage que je comprenais, un jeu avec des règles que j'avais maîtrisées. Je suis entré au 42e étage, le bureau à air ouverte bourdonnant déjà d'une énergie nerveuse et caféinée. Mon équipe, en me voyant, a immédiatement détourné le regard, puis est revenue, incertaine de mon statut. Les nouvelles des drames familiaux, en particulier les drames Whitlow, voyagent plus vite que n'importe quel mémo interne. Je les ai ignorés, j'ai posé mon sac et j'ai démarré mon terminal. Mon patron, Marc, était à mon bureau en moins d'une minute. C'était un homme qui survivait grâce à l'adrénaline et au mauvais café, les manches de sa chemise toujours retroussées, ses yeux toujours à la recherche du prochain incendie. Mitchell, tu es là. Bien. Il parlait par phrases courtes. Tu es retiré du distributeur de boissons. Ils sont stables. Où me places-tu? Westridge Outfitté. J'ai ressenti une véritable secousse d'effroi professionnel. Westridge était le compte que personne ne voulait. C'était une marque de vêtements d'extérieur historique, perdant de l'argent, son identité complètement diluée par une série de terribles décisions marketing. Ils étaient à haut risque, à forte maintenance et sur le point de nous renvoyer. C'est un travail de nettoyage, Marc, dis-je. C'est une refonte stratégique, rétorqua-t-il, pas méchamment. Ils saignent. Leur chaîne d'approvisionnement est un gâchis. Leur message de marque est incohérent. Ils ont besoin d'une nouvelle stratégie opérationnelle avant même que nous puissions penser à une nouvelle campagne. Ce ne sont pas des publicités. C'est du triage. C'est toi. Il avait raison. C'était exactement mon ensemble de compétences. Bien. Envoie-moi les fichiers principaux. J'ai passé les 2 jours suivants enfouis dans les données de Westridge, construisant une forteresse de feuilles de calcul autour de moi. J'ai analysé leur logistique, leur coût des marchandises vendues, leurs dépenses marketing désastreuses. Plus je creusais, plus il devenait clair que leur problème n'était pas seulement une mauvaise création, leur problème était structurel. Le 3e jour, la rumeur a frappé le Slack interne. Un seul message dans le canal de la haute direction de notre vice-président des finances.
Quelqu'un entend des rumeurs selon lesquelles Whitlow Holdings renifle autour de Westridge, acquisition potentielle? Les mots sur mon écran semblaient vibrer. Ma famille, mon nouveau client. Marc était de nouveau à mon bureau, son visage sombre. Tu as vu ça? Je viens de le faire, dis-je, ma voix parfaitement égale. Les rumeurs internes disent que Whitlow cherche à acquérir une participation minoritaire de 40% pour les intégrer à son portefeuille de vente au détail. Marc, dis-je, en me déconnectant de mon terminal, nous devons parler, salle de conférence, maintenant. Dans la salle au mur de verre, j'ai exposé la situation. Je ne peux pas être le chef de file de cette affaire. Il fronça les sourcils. Aurora, c'est juste une rumeur. Et même si c'est vrai, c'est une société holding. Tu n'es pas au conseil d'administration. Cela n'a pas d'importance, dis-je, en me penchant en avant. Ma famille est actuellement au milieu d'une restructuration. Appelons-le ainsi. Ma position, et celle de ma sœur, est en cours de révision. Mon grand-père est Leonard Whitlow. Si Northline développe une stratégie de redressement pour Westridge et que Whitlow Holdings les achète en se basant sur cette stratégie, tout succès que j'obtiens pourrait être perçu comme une transaction intéressée. C'est un conflit d'intérêts ingérable. En fait, je me dénonçais. Je faisais exactement le contraire de ce que Colin avait fait, de ce que Sienna avait toujours fait. Je construisais un pare-feu avant même que le feu n'ait commencé. Marc me fixa longuement. Il n'était pas en colère. Il calculait. Tu es le seul stratège que j'ai qui peut réparer Westridge. Alors nous créons un pare-feu, rétorquai-je. Un vrai. Je vais concevoir la stratégie opérationnelle et de la chaîne d'approvisionnement, qui est purement basée sur les données. Je n'aurai aucun contact avec l'équipe de direction de Westridge. Je serai protégé de toutes les projections financières liées à l'acquisition. Tu seras le seul point de contact. Nous divulguons le conflit potentiel à Westridge et à notre propre équipe juridique. Tout est documenté, transparent, vérifiable. Les coins de sa bouche tressaillirent, le plus près qu'il soit jamais venu d'un sourire. Un pare-feu éthique conçu par toi. Donc, tu construis ta propre cage. Je construis une salle blanche, le corriguai-je. Pour que le travail soit stérile. J'adore, dit-il en se levant. C'est paranoïaque. C'est génial. C'est défendable. Fais-le. Conçois le protocole. Envoie-le aux affaires juridiques avant 17 heures. J'ai reçu une autonomie totale pour concevoir mes propres contraintes éthiques. C'était le vote ultime de confiance professionnelle. J'ai passé l'après-midi à rédiger des protocoles, à séparer des données et à définir des lignes de communication claires, ressentant une satisfaction sombre que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Au moment où j'envoyais le projet final aux affaires juridiques, mon téléphone vibra sur le bureau. Une notification de médias sociaux, Sienna. J'ai tapé dessus pour l'ouvrir. C'était une vidéo tournée dans le miroir des toilettes d'un grand magasin haut de gamme. Elle faisait la moue, tenant un sac à main de Marc. La légende, une chaîne de mots joyeux et mal orthographiés, défilait sur l'écran. Le test de grand-père est juste pour le plaisir. Il veut juste que nous soyons fortes, tellement excitées pour ma nouvelle Whitlow Black Card. Indépendante. La famille d'abord. Gagnante. Mon estomac se serra. Elle n'avait pas compris un seul mot. Elle pensait que la confrontation à la bibliothèque était une performance, une pièce de théâtre familiale, et que sa récompense pour avoir gagné contre moi était imminente. Elle affichait sa délusion pour que le monde entier la voie. J'étais sur le point de verrouiller mon téléphone, une vague de froide fatigue me submergeant, lorsqu'un nouveau texto est apparu. Un numéro inconnu et sécurisé. Il provenait de Marjorie Haye. Je vois les médias sociaux de Madame Mitchell. Ne laissez pas le bruit définir la vérité. Votre grand-père observe tous les canaux. Le test n'est pas un jeu. J'observe tous les canaux. Le texto était un avertissement, mais c'était aussi une confirmation. Le test était réel. Le compte à rebours de 30 jours était en marche, et Sienna échouait bruyamment et publiquement. J'ai rangé mon téléphone. Je ne m'engagerai pas. Je ne la corrigerai pas. Ma contre-attaque ne serait pas sur Instagram. Elle serait dans les données. Je me suis retourné vers les fichiers Westridge. Avec les protocoles de pare-feu en place, je me suis replongé dans leur chaîne d'approvisionnement. Je cherchais la fuite, et je l'ai trouvée.
C'était une ligne dans le matériel promotionnel. Un fournisseur nommé Apex Innovative Solutions. Westridge avait payé à Apex des frais exorbitants et croissants pour tout, des tentes de marque pour les festivals de musique au sac à dos bon marché pour les influenceurs. Les factures étaient vagues, les livrables opaques. Ils étaient, au total, responsables d'une fuite d'un peu moins de 12% de l'ensemble du budget marketing de Westridge. J'ai lancé une recherche sur Apex. Ma peau s'est refroidie. La société était enregistrée comme une LLC écran dans le Delaware. L'agent enregistré était un nom que je ne connaissais pas, mais l'adresse commerciale secondaire figurant sur un document d'État. Je la connaissais. C'était le magasin de services de boîte aux lettres que Colin avait utilisé il y a 2 ans lorsqu'il avait tenté de lancer une escroquerie de conseil en crypto-monnaie ratée. J'ai continué à creuser, à croiser les enregistrements d'incorporations publiques, les pistes des médias sociaux. L'agent enregistré d'Apex était le cousin de Colin, un réseau d'autres sociétés écrans était lié à la même adresse, alimentant tous de petites factures gonflées à différentes sociétés de niveau intermédiaire. Colin n'était pas seulement un escroc qui volait des trajets en voiture. C'était un parasite professionnel. Il s'était intégré à la chaîne d'approvisionnement de Westridge, probablement par le biais d'un contact dans leur service marketing, et siphonnait systématiquement leurs revenus. En fait, il volait l'acquisition potentielle de mon grand-père. Il me volait. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était une rage froide et pure. Je n'ai pas appelé Marjorie. Je n'ai pas appelé mon grand-père. Je n'ai pas écrit de courriel révélateur. J'ai fait mon travail. J'ai ouvert un nouveau document. J'ai rédigé une note stratégique de 2 pages adressée à Marc pour qu'il la remette à l'équipe de direction de Westridge. Je n'ai pas mentionné Colin. Je n'ai pas mentionné la fraude. Je n'ai pas utilisé le mot vol. J'ai écrit dans le langage détaché et clinique d'un stratège. Un examen des dépenses promotionnelles du T2 et T3 révèle d'importantes fuites financières. Le fournisseur, Apex Innovative Solutions, présente une vulnérabilité critique. Sa facturation n'est pas conforme aux normes de l'industrie, et son ratio coût-valeur est négatif. J'ai détaillé la ponction budgétaire de 11,7%. J'ai recommandé un audit indépendant immédiat et complet de son contrat et une résiliation immédiate, invoquant la non-exécution. Un nouveau processus d'appel d'offres transparent pour ces matériaux, conclut-je, se traduira par une économie de coûts estimée à 8 à 10% réaffectable aux médias numériques à fort retour sur investissement. C'était un document professionnel, une analyse, une solution. C'était aussi, je le savais, un coup fatal. La note atterrirait à l'insu de quiconque sur le bureau de l'administrateur subalterne que Colin avait compromis. Elle déclencherait une enquête d'entreprise en bonne et due forme. Elle couperait son principal flux de revenus. Il était venu dans ma maison, avait vécu de mon argent et m'avait humilié. Il pensait être isolé par sa connexion avec Siena. Il n'avait aucune idée que sa véritable vulnérabilité était une ligne dans un bilan que j'étais payé pour vérifier. J'ai cliqué sur envoyer, en joignant la note à Marc. Siena pouvait avoir ses selfies et sa carte noire imaginaire. J'ai choisi de me taire en ligne et de consacrer mon énergie aux documents qui comptaient. Les faits étaient la fondation, et j'étais sur le point de déclencher un tremblement de terre. La note sur Westridge est entrée dans la machine corporative un lundi. Dès mercredi, les tremblements avaient commencé. Marc a confirmé, les yeux grands ouverts, que le chef de l'exploitation de Westridge avait convoqué une réunion d'urgence avec son service des finances. Le fournisseur, Apex Innovative Solutions, a été suspendu en attendant un audit médico-légal complet. L'administratrice marketing subalterne qui avait été l'amie de Siena et le contact interne de Colin avait été escortés hors de leur bâtiment par la sécurité. Ma note de 2 pages avait décapité toute leur escroquerie. J'ai ressenti une satisfaction froide et propre. C'était la même sensation que j'avais chez Northline après avoir lancé une campagne complexe dans plusieurs États. C'était une victoire professionnelle. Le côté personnel, cependant, était un vide. Le jeudi, je travaillais depuis le calme stérile de ma location d'entreprise lorsqu'un agent de sécurité de la réception a appelé. Madame Mitchell, un coursier est là pour vous de la part de Madame Aye. Faites-la monter, dis-je, mon estomac se serrant. Marjorie Aye n'a pas envoyé de coursier. Elle est venue elle-même. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de mon appartement beige, une vision de laine sombre sur mesure dans une mer de panneaux de particules beige. Elle n'est pas entrée. Mitchell, dit-elle, sa voix aussi plate que l'enveloppe qu'elle tenait.
Monsieur Whitlow a estimé que votre dossier précédent était incomplet. Elle me tendit une clé USB noire et cryptée. Elle était lourde et froide au toucher. Ceci fournit le contexte juridique du test de 30 jours. C'est l'annexe de la fiducie. Il vous conseille de la lire avant la prochaine phase. Quelle prochaine phase, Marjorie? Celle que vous avez initiée, dit-elle. Elle se tourna et retourna vers l'ascenseur, me laissant tenir la clé. J'ai fermé la porte et j'ai branché la clé USB à mon ordinateur portable. Il n'y avait qu'un seul fichier. Ce n'était pas une feuille de calcul. C'était un document juridique numérisé de 60 pages, l'annexe de la fiducie familiale Whitlow, cause sur la gestion et la conduite. J'ai fait défiler des pages de définition juridique denses jusqu'à ce que j'atteigne les clauses opératoires. Mon sang s'est refroidi. Ce n'était pas une métaphore. C'était un mécanisme. J'ai trouvé la première. Section 3, la règle de non-humiliation. Je l'ai lu 2 fois. Tout bénéficiaire qui s'engage volontairement et publiquement dans une conduite, écrite ou numérique, visant à humilier, diffamer ou déstabiliser financièrement un autre membre de la famille, sera soumis à un examen immédiat et à une disqualification potentielle de toutes les distributions discrétionnaires de la fiducie. Publiquement, numérique. Mon esprit a immédiatement flashé sur l'histoire Instagram triomphante et jubilatoire de Sienna. La flûte à champagne, la photo d'elle et de Colin, la légende, il fallait donner un petit coup de pouce à Aurora. Il est temps qu'elle apprenne à être indépendante. Ce n'était pas seulement une vantardise mesquine et enfantine. C'était une exécution publique. Et c'était, selon ce document, une violation directe et actionnable de la fiducie elle-même. J'ai fait défiler vers le bas, mes mains engourdies. Il y avait plus. Section 4, la clause de soin. C'est celle qui a arrêté ma respiration. Il ne s'agissait pas de prendre soin des autres. Il s'agissait de la préservation de soi. L'admissibilité d'un bénéficiaire aux distributions primaires, stipula-t-il, sera subordonnée à une capacité démontrée d'établir et de maintenir des limites financières et personnelles saines. Un bénéficiaire qui subventionne volontairement et à plusieurs reprises un comportement manifestement destructeur ou dépendant au sein de l'unité familiale sera réputé manquer à son devoir fiduciaire envers le principe fondamental de la fiducie, à savoir la croissance durable. Je me suis penché en arrière, fixant le mur beige. C'était le vrai test, et ce n'était pas seulement pour Sienna. C'était pour moi. Toute ma vie, j'avais pensé que mon soutien à Sienna était un échec personnel, un défaut de mon caractère. Je n'avais jamais réalisé que mon grand-père l'avait quantifié. Il y voyait une vulnérabilité financière, un échec de la gestion. Mon cahier de preuves n'était pas seulement moi qui suivais les dettes de ma sœur. C'était, à mon insu, ma documentation de mon propre manquement à la conformité. Mon acte de dire finalement non, de présenter les faits à la bibliothèque, n'était pas une attaque. C'était moi qui m'alignais enfin sur les termes essentiels de la fiducie. Une vague de nausée m'a envahi. Je n'avais jamais voulu ça. Je n'avais jamais voulu la disqualifier, la déshériter. Je voulais juste qu'elle arrête. Je voulais qu'elle paie ses propres factures. Je voulais ne pas être mise à la porte de mon propre appartement. Ce document, cette annexe, a tout changé. Les faits que j'avais rassemblés pour protéger ma cote de crédit étaient maintenant la preuve qui pouvait être utilisée pour ruiner la vie de ma sœur. La vérité, j'ai réalisé, était bien plus lourde que je ne l'avais jamais prévu. Mon téléphone a sonné, le son me sortant brutalement de mes pensées. C'était son numéro privé. Aurora, sa voix était rauque. Marche avec moi le long du lac près de l'aquarium. 30 minutes. Le vent venant du lac Michigan était brutal, un froid humide et mordant qui traversait mon manteau. Il était déjà là, debout près de l'eau, ressemblant moins à un milliardaire et plus à un homme très vieux et très fatigué dans un lourd manteau de laine. Nous nous sommes mis en marche, en direction du nord, l'eau grise et agitée d'un côté et le rugissement de Lakeshore Drive de l'autre. Nous avons marché en silence pendant 5 minutes. Vous avez examiné l'annexe, dit-il. Ce n'était pas une question. Oui. Marjorie m'informe que votre travail chez Northline a été efficace. Monsieur, le mémo de Westridge. La fuite de la chaîne d'approvisionnement. Un sourire sombre, à peine perceptible, toucha ses lèvres. Vous avez trouvé le petit nid de Colin. Apex Innovative Solutions a été dissoute. Le directeur qui a signé ces factures a été licencié.
Whitlow Holdings a déjà été contacté par le conseil d'administration de Westridge pour consulter sur la restructuration. Vous avez fait du bon travail. Aurora Clinical. Aucune émotion. Je faisais juste l'audit des dépenses. J'ai dit que c'était une divergence de données. C'était un défaut, rétorqua-t-il. Vous l'avez signalé. Vous n'avez pas pleuré. Vous n'avez pas crié. Vous avez juste signalé le défaut. C'est ça le point. Il s'arrêta, se calant contre le vent, et regarda les vagues grises et agitées. Quand j'avais 24 ans, dit-il, sa voix distante, j'avais un frère aîné, Robert. C'était celui que tout le monde aimait. Charismatique, charmant. Il pouvait vendre n'importe quoi. J'étais juste celui qui s'occupait des chiffres. Nous avions une petite entreprise de vente en gros. Notre première. Il aimait la grande vie. Il utilisait le compte de l'entreprise comme son portefeuille personnel. Je restais immobile, écoutant. C'était un chapitre de l'histoire familiale dont il ne parlait jamais. J'ai continué à le couvrir, continua-t-il, sa voix basse et amère. J'ai continué à déplacer de l'argent d'un livre à l'autre pour cacher ses prêts. Je me disais que je prenais soin de lui. C'est ce que fait la famille. Puis, un hiver, il avait tellement pris que nous ne pouvions pas payer les salaires. Pire encore, il avait contracté un prêt sur l'ensemble de notre inventaire et l'avait perdu au jeu. Nous avons tout perdu. Je me suis retrouvé à la rue dans une chambre louée au milieu du mois de février. Que lui est-il arrivé, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Il est allé voir nos parents, dit mon grand-père, et il m'a blâmé. Il a dit que j'avais mal géré les comptes, que mes chiffres étaient mauvais, et je n'avais aucune preuve. Je n'avais pas de livre. Je m'étais seulement soucié de lui. J'ai appris ce jour-là, Aurora, que permettre n'est pas prendre soin. C'est un échec de caractère. C'est de la violence, juste plus lente. C'est la graine de la ruine. Il se tourna pour me regarder, ses yeux pâles perçants. J'ai écrit ces clauses, l'annexe Q, il y a près de 50 ans, non pas pour punir, mais pour protéger l'avenir de ce que je construisais de ceux qui le videraient, et pour protéger les constructeurs d'eux-mêmes, pour donner du pouvoir aux gens qui sont assez forts pour dire non. Il soutint mon regard. Le post de Siena sur Internet est une violation publique et délibérée de la règle d'humiliation. Votre livre est la preuve factuelle claire de sa dépendance et de votre propre échec passé en vertu de la clause de prise en charge. Le test de 30 jours est la période d'observation. Le conseil d'administration sera obligé d'agir. Ce n'est plus ma décision personnelle. C'est le mécanisme de la fiducie et vous venez de lui fournir tout le carburant dont elle a besoin. Il fit une pause, le vent fouettant ses cheveux gris. Alors, j'ai une question pour vous. Il ne s'agit pas de la fiducie. Il s'agit du caractère. Vous avez les faits. Vous avez le pouvoir. Voulez-vous gagner ou voulez-vous avoir raison? J'ai pensé au mot gagner. C'était bon marché. C'était comme Siena trinquant avec Colin dans mon appartement. C'était une victoire. C'était une reddition de compte. J'ai détourné le regard de lui, pour me tourner vers l'eau froide et impitoyable. Je ne veux pas gagner, dis-je, le vent arrachant les mots de ma bouche. Gagner implique qu'une personne doit perdre, et elle a déjà perdu. Je veux juste que les choses soient justes. Je veux que les comptes soient équilibrés. Je veux que tout soit bien sans plus de violence émotionnelle. Je ne veux pas la détruire. Je voulais juste qu'elle arrête de me détruire. Il me regarda longuement, intensément. Je vis quelque chose dans son visage que je n'avais jamais vu auparavant. Pas d'approbation, mais de la reconnaissance. Il acquiesça, un seul hochement de menton décisif. Un calcul final avait été fait. L'équité, répéta-t-il comme s'il savourait le mot. Un livre équilibré. C'est un bon chiffre propre. Il me donna une tape maladroite sur l'épaule. Bien. Retournez au travail, Aurora. Il se tourna et retourna vers la voiture noire qui l'attendait, sa canne frappant un rythme régulier et ferme sur le trottoir. Je suis resté au bord de l'eau jusqu'à ce que je sois engourdi par le froid. Quand je suis rentré dans mon appartement, mon ordinateur portable émettait un signal sonore. Un nouveau courriel était arrivé. Il venait de Marjorie Haye. Il était adressé à moi, à Siena et aux 5 administrateurs indépendants du conseil de fiducie Whitlow. Objet, urgent. Convocation à une réunion spéciale du conseil de fiducie Whitlow.
Le message était bref. Un examen complet de la conduite des bénéficiaires en vertu de l'annexe Q de l'accord de fiducie a été déclenché. Votre présence est obligatoire ce jeudi, 10h04. Pas 10h, pas 10h15, 10h04. L'heure elle-même était un message, précision, responsabilité et aucune marge d'erreur. La confrontation familiale était terminée. La procédure formelle était sur le point de commencer. La salle de réunion de Whitlow Ridge ne ressemblait en rien à la bibliothèque. C'était une boîte de verre moderne et stérile en porte-à-faux au-dessus des roseraies formelles, qui étaient maintenant dormantes et squelettiques sous le ciel gris et plat de novembre. C'était une pièce conçue pour une précision chirurgicale. Nous n'étions pas assis en famille. 6 personnes, les administrateurs indépendants de la fiducie Whitlow, étaient assis en demi-cercle sévère. C'étaient des hommes et des femmes que j'avais vus à des fêtes de Noël, mais à qui je n'avais jamais parlé, un ancien juge fédéral, un PDG de la logistique, le chef d'une dotation universitaire. Ils n'étaient pas de la famille. C'étaient des fiduciaires. Sienna et moi étions assises à une étroite table face à eux. Mon grand-père, Léonard Whitlow, était assis sur le côté contre la paroi de verre. Il n'était pas à la tête de la table. Il était un observateur, ses mains jointes sur la tête de sa canne, son visage parfaitement neutre. C'était sa conception, un système qui lui survivrait, une machine de pure gouvernance. Et sur une chaise légèrement séparée de Sienna, l'air pâle et mal à l'aise dans son costume, se trouvait Colin. Il avait clairement été convoqué, et sa présence était celle d'un défendeur. L'horloge au mur indiquait 10h04. La réunion a commencé. Marjorie Hay se leva. Elle n'agissait pas en tant qu'administratrice familiale, elle agissait en tant qu'avocate de la fiducie. Cette réunion spéciale a été convoquée, commença-t-elle, sa voix nette et amplifiée par l'acoustique de la pièce, pour mener un examen formel du déclenchement en vertu de l'annexe Q de l'accord de fiducie Whitlow. L'examen a été lancé par des preuves de violation potentielle de la conduite par la bénéficiaire, Madame Sienna Mitchell, et un examen de la gestion financière de la bénéficiaire, Madame Aurora Mitchell. Elle utilisa une télécommande, le grand écran derrière les administrateurs s'alluma. Pièce à conviction, a dit Marjorie. C'était la capture d'écran de l'histoire Instagram de Sienna. Le champagne, l'appartement, la légende sur le fait de me mettre à la porte et l'indépendance. Cette publication numérique, partagée publiquement, constitue une violation potentielle de la règle de non-humiliation énoncée à la section 3 de l'annexe. Sienna se déplaça, sa respiration audible. Pièce à conviction B, continua Marjorie. L'écran changea, un organigramme, un résumé du soutien non fiduciaire fourni par Madame Aurora Mitchell à Madame Sienna Mitchell au cours des 18 mois précédents. Total, 63 480 $. Ce modèle de subvention, associé au comportement de la pièce à conviction A, déclenche un examen en vertu de la section 4 de la clause de prise en charge. Pièce à conviction C, un document numérisé, le contrat de location de mon ancien appartement. Mon nom, la seule signature. Pièce à conviction D, un diagramme d'entreprise complexe. Un audit forensique de West Ridge Outfitté, une cible d'acquisition potentielle pour Whitlow Holdings, a révélé un fournisseur fantôme, Apex Innovative Solutions. Ce fournisseur a été vérifié comme étant une entité frauduleuse exploitée par Monsieur Colin, facilitée par sa relation avec Madame Sienna Mitchell, entraînant une perte de plus de 112 000 $. Les administrateurs fixèrent les preuves. La pièce était complètement silencieuse. L'administrateur principal, une femme aux cheveux gris acier qui avait été juge fédéral, s'adressa à Sienna. Madame Mitchell, ces preuves sont préoccupantes. Vous aurez l'occasion de répondre. Veuillez commencer. Sienna se leva, les mains tremblantes. Elle regarda d'abord notre grand-père, qui n'offrit aucun soutien, puis moi, sa peur se transformant instantanément en rage. C'est un mensonge, dit-elle, sa voix trop aiguë. C'est un piège. Aurora a planifié ça depuis des années. Elle est obsédée par moi. Elle a collecté des choses, les a tordues. Elle voulait que je dépende d'elle pour pouvoir faire ça, pour pouvoir paraître comme la bonne et me faire passer pour un enfant. Elle pointa un doigt tremblant vers moi. C'est elle qui a violé la famille. C'est elle qui a tout révélé. Elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse. Elle ne supportait pas que je sois heureuse et que je lui tienne enfin tête. La juge la laissa finir, son expression restant inchangée. Votre affirmation est donc que ces preuves sont fabriquées ? C'est sorti de son contexte.
Elle fait en sorte que ça ait l'air mauvais. La juge acquiesça. Je vois. Elle me regarda ensuite. Madame Aurora Mitchell, avez-vous une présentation? Je me suis levé. Je n'ai pas regardé Sienna. Je me suis adressé au conseil d'administration. Je ne suis pas ici pour fournir un contexte. Je suis ici pour fournir les données. J'ai 8 diapositives. J'ai cliqué sur la télécommande que Marjorie m'avait donnée. L'écran changea. Ma diapositive était un texte noir sur fond blanc. Pas de logo, pas de design. Diapositive 1, une chronologie. À gauche, la date de chaque déclaration publique d'indépendance ou de statut d'autodidacte publiée par ma sœur. À droite, la date correspondante d'un transfert d'argent, d'un paiement de facture ou d'un règlement de dette effectué par moi en son nom. L'écran s'est rempli d'une liste à 2 colonnes. La corrélation était absolue. Diapositive 2, la responsabilité de la location. L'appartement en question a été loué uniquement à mon nom. L'horodatage du journal de sécurité montre le partenaire de ma sœur, Monsieur Collin, emménageant avec ses bagages moins de 3 heures après que j'ai été forcé de quitter les lieux. Ceci est une violation des termes du bail, m'exposant, le titulaire du bail, à des risques financiers et juridiques importants. Diapositive 3, utilisation abusive des actifs, le formulaire d'autorisation de merde pour la voiture de l'entreprise signé par Sienna. Diapositive 4, l'affaire Westridge, une version simplifiée de mon mémo montrant la fuite financière de 11,7% du fournisseur Apex. J'ai cliqué sur ma dernière diapositive. C'était juste un chiffre. 63 480 $. C'est le total. Je ne suis pas une accusatrice. Je suis une stratège. Et c'est un mauvais chiffre. Il représente une dette non garantie, à haut risque et non performante que j'ai entretenue. Ma seule action a été d'arrêter de l'entretenir. J'ai terminé. Le silence dans la pièce était lourd, comme de la terre tassée. L'administrateur numéro 3, le chef de la dotation, se pencha en avant. Madame Mitchell Aurora, c'est une collection de données complète, et je dois dire, accablante. Que espérez-vous gagner de cette présentation? Pétitionnez-vous le conseil d'administration pour une réaffectation de la part de votre sœur de la fiducie? C'était la question cruciale, la question de mon grand-père, traduite, voulez-vous gagner ou avoir raison? Non, dis-je, ma voix claire. Je ne cherche aucun gain personnel. Je ne pétitionne pour aucune redistribution financière. Je suis ici seulement pour confirmer au conseil d'administration que j'ai corrigé mon propre échec en vertu de la clause de prise en charge. Je ne subventionnerai plus ce comportement. Les faits sont présentés simplement pour valider que ma décision est basée sur un modèle insoutenable à long terme. Je ne fais qu'équilibrer les comptes. Je ne paierai plus. Je me suis assise. La juge tourna son regard vers Collin. Monsieur Collin, le conseil d'administration a examiné le rapport de l'audit de Westridge, Apex Innovative Solutions. Pouvez-vous expliquer votre position avec cette entreprise? Collin, qui transpirait abondamment, essaya de fanfaronner. J'étais un consultant. Apex est une entreprise d'approvisionnement légitime. Ces factures étaient pour des services rendus. C'est juste un malentendu. Aurora essaie juste de. Monsieur Collin, interrompit Marjorie Aye, l'audit forensique est terminé. Il n'a trouvé aucune preuve de service rendu. Il a trouvé des virements directs du compte Apex vers votre compte offshore personnel, acheminé par le nom de votre cousin. Le conseil d'administration de Westridge a déjà déposé une plainte pénale. Le visage de Collin s'effondra. Il n'avait pas de réfutation. Il se laissa retomber sur sa chaise, un homme complètement vidé. La juge regarda de nouveau Sienna. Madame Mitchell, votre partenaire a été démasqué comme un fraudeur, utilisant le nom de votre famille pour voler à une entité corporative. Vous avez été documenté publiquement humiliant votre sœur, qui finançait simultanément toute votre vie. Le conseil d'administration vous trouve en violation claire et grave de l'annexe Q. Mon grand-père était assis parfaitement immobile, écoutant. Il n'intervenait pas. Il testait son système. Il laissait la machine fonctionner. Sienna le vit, la finalité, le jugement, la fin de la ligne. Tout son monde construit sur des mensonges et mon argent avait disparu. Elle craqua. Non, cria-t-elle, la rage disparut, remplacée par une panique pure et désespérée. S'il vous plaît, non. Je ne savais pas.
Je ne comprenais pas les règles. C'était lui. Elle pointa Colin du doigt. C'était toute son idée. L'affaire Apex, la voiture. Il m'a dit que c'était normal. Elle se tourna vers le conseil d'administration, les larmes coulant sur son visage. Je peux changer. Je jure que je peux. Je peux être indépendante. Je peux. J'ai juste besoin d'une chance. Une deuxième chance. S'il vous plaît, je peux arranger ça. Elle sanglotait, faisant appel à la seule stratégie qui lui restait, la pitié. Et puis Colin, voyant sa dernière bouée de sauvetage possible, la fiducie Whitlow accessible par Sienna, être coupée, commit son erreur fatale finale. Il n'était pas son partenaire, il était un créancier. Arranger ça, siffla-t-il, sa voix un grognement bas et vicieux qui traversa ses sanglots. Tu ne peux rien arranger. Tu promets d'arranger ça depuis 1 an. Qu'en est-il de l'appartement? Tu avais promis que tu aurais le loyer couvert? Quand allais-tu payer le loyer, Sienna? En mars. Tu me l'as promis en mars. La pièce devint complètement silencieuse. Sienna se figea, son visage strié de larmes, un masque de choc. Il l'avait fait devant tout le conseil de fiducie. Il avait confirmé tout le mensonge. Il avait confirmé qu'elle n'avait jamais eu l'intention de payer, qu'elle lui avait menti tout comme elle avait menti à tous les autres. Il avait, dans sa panique, corroboré toute ma thèse. Sienna le regarda, la trahison absolue. La juge leva une seule main. Ça suffit. Elle regarda Colin avec un pur dédain. Votre présence n'est plus requise. Elle fit un signe de tête vers la porte où les mêmes 2 agents de sécurité de la bibliothèque se tenaient maintenant. Il fut escorté dehors, sans parler, son visage cendré. La juge se tourna vers Sienna, qui était maintenant silencieuse, se balançant légèrement sur sa chaise. Madame Mitchell, ce conseil d'administration vous trouve en violation. Le mécanisme de la fiducie prévoit une disqualification immédiate. Cependant, la charte de votre grand-père parle également de réhabilitation. Elle regarda les autres administrateurs qui acquiescèrent. Le conseil d'administration différera sa décision finale. Vous bénéficiez d'une période probatoire. Vous avez 14 jours. Sienna leva les yeux grands ouverts. Avant 10 heures, dans 14 jours, vous soumettrez à ce conseil d'administration un plan formel d'autonomie. Il doit contenir 3 éléments. 1. Une preuve vérifiable d'un emploi à temps plein obtenu par vos propres mérites. 2. Un bail indépendant entièrement exécuté pour le logement à votre nom et uniquement à votre nom. 3. Un budget personnel détaillé démontrant que vous pouvez vivre de vos propres revenus. Si vous soumettez ceci, le conseil d'administration examinera votre statut. Si vous échouez, votre accès discrétionnaire à la fiducie Whitlow sera suspendu indéfiniment. Cette réunion est ajournée. Les conséquences de la réunion du conseil d'administration furent un silence assourdissant. L'horloge de 14 jours avait commencé, un compte à rebours silencieux et brutal. Je suis retourné à ma vraie vie, à mon travail chez Northline, me jetant sur le compte Westridge avec une concentration singulière et détachée. Le drame familial était une boîte verrouillée. Mon travail était la clé. Le mardi, 4 jours après l'audience, Marc m'attrapa près de la machine à café. Il avait l'air, pour la première fois depuis que je le connaissais, véritablement impressionné. Westridge a approuvé le mémo, dit-il en me tendant un café. Tout. Ils ont résilié le contrat Apex. L'audit a confirmé vos chiffres. Vous venez de leur faire économiser 11,7% sur leur perte de la chaîne d'approvisionnement du jour au lendemain. Leur COO pense que vous êtes une sorcière. Je suis une stratège, dis-je en prenant la tasse. J'ai juste suivi l'argent. Eh bien, votre timing était parfait. Whitlow Holdings a officiellement annoncé son intention d'acquérir la participation minoritaire. L'accord avance vite. Et Westridge, ils ne veulent pas seulement vos connaissances sur la chaîne d'approvisionnement. Ils veulent votre éthique. Je fronçai les sourcils. Mon éthique? Votre protocole de pare-feu? Clarifia Marc. Celui que vous avez construit pour vous isoler? Le PDG de Westridge a été tellement impressionné par lui qu'il l'a envoyé à leur conseil d'administration, et leur conseil d'administration l'a envoyé à Whitlow Holdings comme modèle de transparence. Maintenant, les gens de votre grand-père veulent une réunion. Mon estomac se serra. Une réunion à propos de quoi? À propos du protocole. Ils veulent que vous le présentiez.
Une réunion conjointe. Northline, Westridge, Whitlow Holdings. Ils veulent utiliser votre document comme cadre éthique pour l'ensemble du processus d'acquisition. C'était une escalade que je n'avais pas anticipée. Ma petite manœuvre défensive pour protéger ma propre carrière était sur le point de devenir la norme juridique pour un accord de plusieurs millions de dollars impliquant l'entreprise de ma propre famille. On me demandait de construire la cage et ensuite de donner des conférences à tout le monde sur le fonctionnement de la serrure. D'accord, dis-je. Réservez-la. Je n'ai pas seulement préparé une présentation. J'ai passé les 2 jours suivants à rédiger un nouveau document. Je l'ai appelé le pacte tripartite sur les intérêts et l'intégrité. C'était un chef-d'œuvre de stratégie d'entreprise. Il verrouillait tous les conflits potentiels. Il définissait, en termes juridiquement contraignants, quelles informations pouvaient être partagées entre le client Westridge, l'agence Northline et l'acquéreur Whitlow. Il créait des canaux de communication spécifiques et vérifiables. Il fixait des pénalités claires pour toute personne, de quelque côté que ce soit, qui sortait de ces canaux. Ce n'était pas une défense. C'était une forteresse. Il établissait une nouvelle norme pour l'ensemble de l'industrie. C'était ma réponse au chaos de Siena, à la corruption de Colin. C'était une contre-offensive formelle, structurelle et impersonnelle. Pendant que je construisais cette forteresse, le front familial restait calme. Trop calme. Puis, au jour 10, un courriel. Il venait de Siena, envoyé non pas à moi, mais à l'ensemble du conseil de fiducie, y compris la juge, Marjorie et mon grand-père. Je n'étais qu'un nom sur une longue liste de CC. L'objet était mon plan. Le courriel lui-même faisait à peine une demi-page. C'était un mélange de sentiments vagues. Je suis vraiment désolé que les choses soient devenues si folles, commençait-il. J'ai beaucoup réfléchi et je suis prête à être la personne indépendante que je sais que je peux être. C'était le genre de non-excuse que l'on envoie par texto après une dispute mineure, pas après avoir commis une fraude et avoir été menacé de déshéritation. Son plan d'autonomie était joint. Mon cœur s'effondra. Ce n'était pas un plan. C'était une note de suicide numérique. C'était un document de 3 pages, clairement un modèle qu'elle avait téléchargé sur un blog générique « Reprenez votre vie en main ». Les polices de caractère étaient différentes dans chaque section. Il y avait un titre intitulé « Mon budget personnel » avec des sous-catégories comme le loyer et la nourriture, mais pas de chiffres, juste à déterminer. Il y avait une section de recherche d'emploi qui contenait 3 liens hypertextes, non pas vers des candidatures, mais vers les pages d'accueil d'Indeed, LinkedIn et le site web de carrière d'une blogueuse de style de vie. Il n'y avait pas de CV. Il n'y avait pas de demande de location. Il n'y avait rien de vérifiable. C'était pathétique. C'était paresseux. C'était, à sa manière, aussi arrogant que son message de célébration sur Instagram. Elle croyait encore que c'était un jeu, que l'apparence de l'effort suffisait. La réponse du conseil d'administration fut presque instantanée. Une réponse à tous de Marjorie Haye. Au nom des administrateurs, Madame Mitchell, votre soumission a été examinée. Elle est incomplète et ne répond pas aux normes requises par le conseil d'administration. Aucune preuve vérifiable d'emploi, de logement ou de planification financière n'a été fournie. Ceci n'est pas atteint. Il vous reste 4 jours. Aucune prolongation supplémentaire ne sera accordée. Le claquement numérique de la porte était absolu. La machine à rumeurs, qui était restée en sommeil, s'anima. Colin était officiellement porté disparu depuis 3 jours. Son condo fourni par l'entreprise avait été vidé. Ses cartes de crédit d'entreprise avaient été bloquées. Son profil LinkedIn avait été désactivé. Il avait disparu, emportant avec lui tout l'argent qu'il avait réussi à siphonner. Il avait coupé les ponts avec Siena desquels avait cessé d'être un atout viable. Une rumeur plus sombre et plus triste filtrait du personnel du Ridge. Siena, paniquée après le rejet du conseil d'administration, s'était rendue en voiture au manoir. Elle n'avait pas essayé de franchir la porte principale. Elle était allée à l'entrée de service. Elle avait essayé de supplier la gouvernante en chef, celle qui lui servait le thé depuis qu'elle était enfant, la suppliant de juste lui parler. On lui avait poliment et fermement fait savoir que M. Whitlow était en réunion et que toutes les affaires familiales devaient être adressées au bureau de Mademoiselle Haye. Elle avait été renvoyée par le personnel de la maison de son propre grand-père. J'étais dans ma location beige en train de finaliser la dernière clause du pacte tripartite quand mon téléphone a sonné. Mon grand-père, Aurora, la salle de verre maintenant. La ligne se coupa.
Je conduisis jusqu'au Ridge. La maison était silencieuse, sombre. La salle de réunion aux parois de verre était éclairée par une seule lampe de bureau, projetant de longues ombres. Il était là seul, pas à la table, mais debout près des fenêtres du sol au plafond, regardant les formes squelettiques noires de la roseraie. Il portait un vieux cardigan. Dans sa main, il tenait une paire de sécateurs. Sur la table se trouvait un seul vase en cristal parfait contenant une rose brune fanée. « Votre pacte, dit-il, sans se retourner. Marjorie a reçu une copie du conseil d'administration de Westridge. C'est un cadre pour assurer la transparence, dis-je, debout près de la porte. C'est une cage, dit-il, une rare note d'approbation dans sa voix. Une bien construite. Vous avez présenté vendredi. Il se retourna vers la fenêtre avec un claquement sec. Il coupa la tête de la rose morte. Elle tomba sur la table. Elle est venue ici aujourd'hui, dit-il, sa voix calme. Elle a essayé de soudoyer le personnel de cuisine avec une montre que je lui ai offerte pour son 16e anniversaire. Je fermai les yeux. Elle ne comprend pas, dit-il. Il fixa la tige nue et épineuse dans le vase. Elle pense que c'est une question d'affection. Elle pense qu'elle peut pleurer, s'excuser ou marchander pour se faire réintégrer. Elle pense que je suis un père, mais je suis un fondateur. Le système doit être protégé. Il me regarda, ses yeux reflétant le jardin sombre. Vous savez, dit-il. Mon frère, Robert, celui qui m'a ruiné. Il m'a aussi jeté hors de notre maison. Je n'avais rien d'autre que les vêtements que je portais. Je me souviens. J'ai appris à louer une chambre individuelle. C'était humide. La fenêtre était fissurée. Je pouvais voir ma respiration, mais je l'ai payée avec mon propre argent. Et vous savez quoi? Je ne suis pas mort. Il fit une autre coupe, taillant la tige. Sneak, on ne peut pas sauver une plante en dorlotant ses branches mortes. Aurora, vous ne faites que tuer la chose entière. Il faut avoir le courage de couper, de laisser les choses mortes être mortes. Il déposa les sécateurs. Le choix difficile, celui sur lequel j'avais agonisé, était pour lui juste un simple acte d'entretien. Je restais là dans la pièce froide et silencieuse, regardant de la rose morte à mon grand-père, et je compris. Je n'étais pas la cruelle. Je n'étais pas l'exécutrice. J'étais juste l'auditrice, celle qui avait finalement pointé la pourriture. Je ne ressentais aucun triomphe. Je ne ressentais aucune rage. Je me sentais juste équilibré. J'avais passé toute ma vie à absorber le bruit du chaos de ma sœur. Maintenant, il n'y avait que le silence, la justice. Je réalisais que ça n'avait pas besoin d'être fort. L'équité n'exigeait pas un public. Elle avait juste besoin d'être vraie. Et c'était finalement suffisant. La réunion finale, marquant la fin du compte à rebours de 14 jours, s'est tenue dans la même salle de conseil au mur de verre. Le ciel était d'un gris uniforme et impitoyable. Les administrateurs étaient à leur place, un tribunal silencieux. Mon grand-père était assis sur sa chaise près de la fenêtre, une statue de patience vigilante. L'atmosphère n'était pas tendue. Elle était statique, étouffée, attendant la frappe inévitable. Sienna était déjà là quand je suis arrivé. Elle était différente de celle qui m'avait hurlé dessus à la bibliothèque. Elle semblait vidée, la peau pâle, les yeux cernés par l'épuisement. Elle portait une simple robe grise et serrait un nouveau dossier manie sur ses genoux. Elle leva les yeux quand je suis entré, un éclair de son ancienne attitude rebelle, mais il était faible, comme une braise mourante. Elle détourna le regard. La juge, la présidente du conseil d'administration, a commencé la réunion à exactement 10 heures. Mademoiselle Sienna Mitchell, le conseil a reçu votre plan révisé d'autonomie. Nous allons examiner les documents que vous avez soumis à 9h52. Marjorie s'est levée, et le grand écran s'est allumé. Le document numéro 1, dit-elle, est une lettre d'offre de ShopVibe Media pour un poste d'associé débutante stagiaire en contenu. Une copie de la lettre est apparue. Cela semblait plausible. Le document numéro 2 est un budget personnel, continua Marjorie. L'écran a affiché une feuille de calcul. C'était détaillé. Il indiquait son salaire exact de stagiaire, les impôts détaillés, un abonnement de bus, une allocation alimentaire, les services publics et le loyer. Pour la première fois, cela ressemblait à un vrai budget. Le document numéro 3 est un contrat de location pour une chambre partagée dans un appartement avec plusieurs chambres.
Un léger murmure parcourut les administrateurs. En apparence, c'était un revirement stupéfiant. Il semblait qu'elle avait, contre toute attente, satisfait aux critères. Elle avait fait le travail. J'ai regardé, retenant mon souffle, attendant. La juge se pencha en avant, ajustant ses lunettes. Mademoiselle Aille, la lettre d'offre. Veuillez agrandir la section 5, conditions de l'offre. Marjorie cliqua. Le texte s'agrandit. Cette offre d'emploi est conditionnelle et provisoire, subordonnée à la réussite d'un examen de 90 jours et à la vérification des références professionnelles. L'administrateur numéro 3, le responsable des dotations, prit la parole. L'enquête propre du conseil, menée ce matin, a révélé que la référence professionnelle fournie était l'ancienne colocataire de mademoiselle Sienna Mitchell, qui est également le stagiaire qui l'a embauchée. Le poste n'est pas salarié. Il s'agit d'une allocation par projet. Ce n'est pas un emploi sur mademoiselle Mitchell. C'est du travail à la tâche. Sienna se ratatina sur son siège. C'est un début. C'est un vrai travail. Passons au bail, dit la juge, sa voix se durcissant. Mademoiselle Aille. Le contrat de location apparut. Il s'agissait d'une petite chambre dans un appartement plus grand. Le montant du loyer correspondait à son budget. Veuillez afficher l'addendum, dit la juge. L'image changea. Il s'agissait d'une seule page, un addendum au contrat de location. Le locataire principal de l'appartement lut Marjorie, sa voix monotone, à qui mademoiselle Mitchell paiera directement son loyer, est répertorié comme monsieur Collin. Le silence qui emplit la pièce était un poids physique. Sienna ne s'était pas échappée. Elle n'avait pas trouvé l'indépendance. Elle avait simplement dégradé son statut. Elle n'était plus sa petite amie vivant dans mon appartement. Elle était maintenant sa locataire, vivant dans le sien. Elle avait pris une cage différente pour la liberté. Le risque de dépendance, le cœur de la violation de l'annexe, n'était pas seulement présent. C'était le fondement même de son plan. Sienna, dit la juge, et l'utilisation de son prénom était une marque de finalité. Ce n'est pas l'indépendance. C'est un jeu de dupes. Vous êtes toujours fondamentalement dépendante de la même personne qui s'est avérée être un prédateur financier. Vous n'avez pas réussi à briser le cycle. Vous avez échoué au test. Non, cria Sienna, le mot s'échappant d'elle. Non, vous ne comprenez pas. Je n'ai pas pu obtenir d'approbation. Mon crédit. Je n'ai pas de crédit. Je n'avais pas le choix. Il a dit que c'était la seule solution. Il a dit qu'il m'aidait à me remettre sur pied. Il a dit qu'il se porterait garant, mais le propriétaire n'a pas voulu de lui. Alors, il a pris tout le bail, et il me laisse avoir une chambre. Il m'aide. Il vous contrôle, dit l'administrateur PDG de la logistique, sa voix plate. Il s'est fait votre propriétaire, votre banquier et votre employeur tout en un. Vous n'avez pas atteint l'indépendance. Vous avez atteint la capture totale. Marjorie Aille s'avança, les yeux fixés sur Sienna. Sa voix n'était pas méchante, mais elle était dénuée d'émotion. C'était la voix d'un auditeur indiquant une somme finale. Sienna, retirons-le de l'équation. Si nous devions informer monsieur Collin que tous les fonds de fiducie sont suspendus et qu'il résilie à son tour ce bail, si Shopvibe retire son offre conditionnelle, si vous vous retrouvez dans la rue avec vous-même, qu'avez-vous? Sienna la fixa, la bouche ouverte, mais aucun son ne sortit. Elle regarda les administrateurs, les yeux grands ouverts, avec une supplication désespérée et silencieuse. Elle regarda notre grand-père, qui la regardait simplement, le visage masqué de déception. Elle me regarda. Elle n'avait pas de réponse. Elle n'était rien. Un vide, une responsabilité définie entièrement par les actifs des autres. Elle baissa les yeux sur ses mains et resta silencieuse. Le test était terminé. La juge ramassa ses papiers. Le conseil constate que mademoiselle Sienna Mitchell a commis une violation complète et définitive de l'annexe. L'approbation a échoué. Nous allons maintenant passer au vote sur sa disqualification permanente du huis clos. Madame la présidente, ma voix coupa l'air. Toutes les têtes dans la pièce se tournèrent vers moi. Sienna tressaillit comme si je l'avais frappée, se préparant au coup de grâce final. J'ai un dernier document à soumettre. Il s'agit d'une pétition concernant l'allocation des actifs si ce vote est adopté. La juge fronça les sourcils. C'est très irrégulier, mademoiselle Mitchell.
C'est le cas, acquiesçai je, mais c'est un facteur important dans la décision du conseil. Je me suis levé. Je m'avançai et plaçai un document d'une seule page devant chaque administrateur. J'en ai donné un à Marjorie. J'en ai donné un à mon grand-père. Qu'est-ce que c'est? Demanda la juge, en le lisant, les sourcils se levant. C'est une lettre de renonciation et de stipulation, dis-je, ma voix claire et forte. Elle stipule 2 choses. Premièrement, que moi, Aurora Mitchell, renonce par la présente à toute revendication personnelle sur tous les actifs, principal ou intérêt réattribué de la part de fiducie de ma sœur. Je ne demande rien. Une vague de choc parcourut les administrateurs. Ce n'était pas la prise de pouvoir attendue. C'était une abdication. Deuxièmement, continuai-je, je demande à ce conseil de ne pas suspendre ces fonds, mais de les restructurer. Je propose la création d'un fonds de formation professionnelle Whitlow qui serait capitalisé par les intérêts de son principal suspendu. Sienna me fixait, le visage masqué de choc pur et incompréhensible. Ce fonds, expliquai-je, n'est pas une aumône. C'est une bourse d'études conditionnelle, basée sur la performance. Sienna peut soumettre des reçus vérifiés pour une formation professionnelle, un diplôme de collège communautaire ou une certification professionnelle. Le fonds la remboursera. De plus, elle peut demander une subvention d'autonomie, mais seulement après avoir fourni à ce conseil une preuve de 6 mois consécutifs d'indépendance vérifiable. Cela signifie un bail à son nom, des services publics à son nom et un emploi qui fournit un budget positif, sans garant, sans cosignataire, sans Colin. Elle se ferait un chemin de retour, non pas avec des promesses, mais avec des reçus, terminé-je. Le silence dans la pièce était absolu. Je n'avais pas offert de miséricorde. J'avais offert un nouveau test, plus difficile. J'avais enlevé la punition du déshéritage et l'avais remplacée par le poids écrasant de la responsabilité du monde réel. J'avais déplacé toute la conversation de la punition au développement conditionnel. Mon grand-père ne regardait pas le papier. Il me regardait. Son visage était illisible, mais j'ai vu pour la première fois une lueur de profonde reconnaissance. J'avais appris sa leçon. Je ne dorlotais pas une branche morte. Je construisais un treillis plus solide et séparé et forçais la vigne à pousser d'elle-même. Je lui avais montré une limite saine et une forme de gentillesse conditionnelle, vérifiable et durable. La juge hochait la tête, un lent sourire se dessinant sur son visage. Mademoiselle Mitchell, Aurora, c'est une proposition extraordinaire et constructive. Le conseil. La porte de la salle de conseil s'ouvrit d'un coup, claquant contre la paroi de verre. Colin était là, les cheveux en bataille, la veste de son costume déchirée. Il était retenu par 2 énormes gardes de sécurité. « Lâchez-moi » cria-t-il, la voix rauque de panique. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai le droit d'être ici. C'est mon argent dont vous parlez. »« Monsieur Colin, vous êtes en infraction » rétorqua la juge. « Vous lui donnez une bourse » hurla-t-il, les yeux exorbités. Il avait clairement écouté à l'extérieur. « Êtes-vous fou ? Ne gaspillez pas votre argent. Elle ne peut pas le faire. » Il se jeta, se libérant pendant une seconde, et pointa un doigt tremblant sur Sienna, qui s'était recroquevillée sur sa chaise. « C'est un parasite. Elle ne peut rien faire. Elle n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Elle va le gaspiller. Elle va le donner au prochain homme qu'elle trouvera. Elle ne vaut rien. C'est un trou noir. N'osez pas gaspiller de l'argent sur elle. » C'était l'acte le plus purement venimeux que j'ai jamais vu. Il n'était pas un partenaire. Il était un parasite, et son hôte était enlevé. Sienna laissa échapper un petit cri étranglé. C'était le son de sa dernière illusion qui se brisait. Elle le vit enfin. Il n'était pas son sauveur. Il était son assassin. Le responsable des dotations, l'administrateur numéro 3, leva la main. Il ne regarda pas Colin. Il regarda Marjorie. Mademoiselle Hyde, dit-il, sa voix froide. Veuillez réciter l'annexe Q, section 3, sous-section B, la règle de l'humiliation telle qu'elle s'applique aux tiers. Marjorie, calme comme toujours, récita de mémoire. Tout non-bénéficiaire agissant dans une procédure fiduciaire formelle qui diffame, humilie ou tente d'intimider financièrement un membre de la fiducie entraînera la rupture immédiate et permanente de tous les liens financiers entre cette personne et toute entité du portefeuille de Whitlow Holdings. Colin se figea. Il ne comprenait pas les mots. L'administrateur traduisit, sa voix emplie de mépris. Monsieur Colin,
vos diverses entreprises ont des contrats avec au moins 4 fournisseurs de notre portefeuille d'investissement. Nous étions heureux de laisser les tribunaux pénaux s'occuper de vous, mais ce spectacle public. Vous êtes fini. Il tapota sa tablette. Marjorie, signale Monsieur Collin et tous ses associés connus. Résiliez tous les contrats. Mettez-le sur liste noire pour tous les appels d'offres futurs, de façon permanente. Le sang quitta le visage de Collin. Il venait de mettre le feu à toute sa carrière en un seul accès de colère désespérée. Les gardes de sécurité l'attrapèrent, et cette fois il ne résista pas. Il fut traîné dehors, balbutiant, un homme complètement détruit. La porte claqua. Sienna pleurait, la tête dans les mains. Ce n'était pas une performance. C'était le son brut, les finales d'une rupture complète et totale. Mon grand-père se leva. Il lissa son cardigan. Il regarda la scène, l'effondrement de Sienna, la porte fermée, les administrateurs stupéfaits, et moi debout, silencieuse. Il parla, sa voix calme, mais elle emplit la pièce. Assez. L'horloge au mur indiquait 10h04. La lourde porte de la salle de conseil claqua, étouffant le son s'estompant des cris désespérés et enragés de Collin. Le silence qui revint était absolu, plus lourd qu'avant. Sienna pleurait toujours, mais c'était un son calme, épuisé et creux. Elle était une ruine. La présidente, l'ancienne juge, laissa le silence s'installer un instant, puis tapa son stylo sur la table. De l'ordre. Le conseil a été témoin de l'interruption regrettable. Nous avons une proposition formelle à l'étude, présentée par mademoiselle Aurora Mitchell, une renonciation aux gains personnels et une stipulation pour la création d'un fonds de formation professionnelle Whitlow en tant que restructuration probatoire de l'accès de mademoiselle Sienna Mitchell à la fiducie. Elle regarda le PDG de la logistique. Vous avez appuyé cette motion. Oui, dit-il, sa voix ferme. Nous allons maintenant voter, dit la juge. Tous ceux qui sont en faveur de l'activation de l'annexe Q section 4 sous cette forme modifiée. Un par un, les mains des fiduciaires se levèrent. Le PDG de la logistique, le responsable des dotations, le président de l'université. C'était unanime. La juge regarda Sienna, son regard direct mais pas méchant. Mademoiselle Mitchell, la motion est adoptée. Votre accès à la fiducie principale est suspendu. À compter d'aujourd'hui, vous n'êtes admissible qu'à la branche des opportunités, à la bourse de formation professionnelle et à la subvention d'autonomie. Les conditions sont, comme mademoiselle Aurora Mitchell les a définies, conditionnelles, basées sur la performance et exigeant une preuve vérifiée de 6 mois consécutifs d'indépendance complète, sans exception. C'est votre seul chemin de retour. Comprenez-vous, Sienna? Le visage pâle et strié de larmes, elle hocha simplement la tête. Elle comprenait. Il ne restait plus rien à négocier. Mon grand-père, qui était resté une statue près de la fenêtre, se leva enfin. Il n'était pas intervenu. Il avait laissé son système fonctionner. Maintenant, il parla. Le conseil a agi correctement, dit-il, sa voix emplissant la pièce. Cela nous amène à la deuxième question de la restructuration, la réattribution des responsabilités. Il regarda les administrateurs, puis moi. Comme le conseil l'a noté, Aurora a renoncé à tout gain financier de cette procédure. Elle ne recevra pas $1 des fonds suspendus de sa sœur. Ce n'est pas sa récompense. Il marqua une pause, une lueur de nouveauté dans ses yeux. Au lieu de cela, j'annonce aujourd'hui la formation d'une nouvelle entité indépendante, la Whitlow Integrity Fellowship. Elle sera financée par une dotation distincte de $5 millions provenant de mes avoirs personnels. Sa mission sera de fournir des bourses d'études conditionnelles basées sur des efforts prouvés et vérifiables à tout membre de cette famille, Sienna incluse, qui démontre un véritable engagement envers l'autonomie. C'est le mécanisme par lequel on se ferait un chemin de retour, non pas par le sang, mais par le travail. Il me regarda directement. L'unique fiduciaire opératoire de cette bourse, avec le plein pouvoir d'en écrire les règles, d'en vérifier les reçus et d'en approuver les déboursements, sera Aurora Mitchell. Un murmure de surprise sincère parcourut les administrateurs. Il s'agissait d'une concession massive de pouvoir, d'une déclaration de confiance profonde, mais il n'avait pas fini. Enfin, dit-il, et il sortit un document plié de la poche intérieure de sa veste. Marjorie s'avança, mais il la repoussa. Il le déplia lui-même. Ceci est un transfert de procuration formelle, légalement exécuté, annonça-t-il à la pièce. À compter d'aujourd'hui,
mes 2 sièges de contrôle au conseil d'administration de Whitlow Holdings sont transférés. Le silence dans la pièce n'était plus seulement calme. C'était un vide. Ce n'était pas la fiducie familiale. C'était l'entreprise. C'était l'empire. Pour une période probatoire de 18 mois, dit mon grand-père, sa voix stable comme le fer, mes droits de vote, ma voix au conseil qui régit cette entreprise seront exercés par Aurora Mitchell. Il me regarda. Il ne souriait pas. Il me conférait un fardeau, le plus lourd qu'il possédait. Il me remettait son héritage, son pouvoir, toute l'œuvre de sa vie. Non pas parce que j'étais son sang, mais parce que j'avais prouvé que je pouvais construire un pare-feu, parce que j'avais équilibré les comptes. Il se tourna enfin vers Sienna. Elle fixait, incompréhensive, le document dans sa main. Elle ne comprenait même pas ce qui venait de se passer. Sienna, dit mon grand-père, et sa voix était plus douce maintenant, presque lasse. Cette nuit dans la salle à manger, je t'ai entendu te vanter d'avoir expulsé ta sœur. J'ai souri. Savez-vous pourquoi? Elle secoua la tête, engourdie. J'ai souri, dit-il, parce que pour la première fois, j'ai enfin vu la leçon qui devait être enseignée. Et je savais. Je savais qu'Aurora était enfin la plus forte pour l'enseigner. Elle a construit une nouvelle norme. Va apprendre à la respecter. Va apprendre à payer ton propre loyer. Il posa le transfert de procuration sur la table devant la juge et quitta la pièce. Les conséquences furent rapides. Colin, comme les administrateurs l'avaient ordonné, fut renvoyé. La mise sur liste noire fut immédiate. Nous avons appris plus tard de Marjorie que ses cartes d'accès au bureau satellite qu'il utilisait avaient été désactivées avant même qu'il n'atteigne le parking. Ses comptes d'entreprise furent gelés, ses contrats rompus. Il avait cessé d'exister dans l'écosystème de Whitlow. Mon propre point culminant eut lieu le lendemain, non pas dans une salle de conseil familial, mais dans une salle de conseil d'entreprise. Vendredi, 9 h, j'étais au siège de Northline, debout à la tête de notre plus grande table de conférence. D'un côté, il y avait l'équipe de direction de Westridge outfitée. De l'autre, l'équipe d'acquisition de Whitlow Holdings, les personnes les plus importantes de mon grand-père. Je n'étais pas Aurora, la petite fille. J'étais Mademoiselle Mitchell, stratège principale. J'ai présenté mon document, le pacte tripartite sur les intérêts et l'intégrité. Pendant 30 minutes, je leur ai fait parcourir les protocoles, les pare-feux, les chaînes de communication vérifiables, l'interdiction absolue d'influence intercanale. J'ai défini en termes crus et cliniques les nouvelles règles du jeu. J'ai construit la cage qui nous retiendrait tous les trois. Quand j'eus terminé, il y eut un long silence. Le PDG de Westridge fixa le document. Puis, lentement, il commença à applaudir. L'équipe de Whitlow, les gens de mon grand-père, se regardèrent, puis ils commencèrent eux aussi à applaudir. Ils applaudissaient mon éthique, mes règles, mes limites. C'était la nouvelle norme. Sienna quitta la salle de conseil ce jour-là pendant que je rangeais ma serviette. Elle ne me regarda pas, pas directement, mais en passant, elle hésita. Pour la première fois de toute notre vie, je ne vis pas de haine dans ses yeux. Je ne vis pas une ennemie. Je vis juste un espace vide. Le regard de quelqu'un qui avait couru à toute vitesse et venait de heurter un mur de béton et qui voyait enfin le mur pour ce qu'il était. Elle partit sans dire un mot. J'ai vu mon grand-père une dernière fois ce soir-là sur les marches de pierre froide de la crête. Le soleil se couchait, déversant du violet et de l'orange sur le lac. Il ne parla pas. Il me tendit juste une petite enveloppe simple de couleur crème, le genre qu'il utilisait pour les notes personnelles. Je suis retourné à ma location d'entreprise, les murs beiges, les meubles génériques. Ce n'était pas une maison, mais c'était la mienne. J'avais payé la caution. Je payais le loyer. Je me suis assise sur le canapé et j'ai ouvert l'enveloppe. Ce n'était pas un chèque. Ce n'était pas un acte. C'était une photographie, une impression en noir et blanc délavée des années 1950. Elle montrait un jeune homme, à peine 24 ans, qui me ressemblait étrangement. Il était assis sur un lit étroit dans une petite pièce au mur nu. Le plâtre était fissuré. Une petite fenêtre montrait une rue sombre et enneigée. C'était mon grand-père. Dans cette première chambre louée, après que son frère l'eut ruiné. Je l'ai retourné. Au dos, dans son écriture nette et angulaire, il y avait 9 mots, l'équité commence quand vous payez votre propre chambre. J'ai regardé la photo pendant longtemps.
Je suis allé à la fenêtre et je l'ai ouverte, laissant l'air froid et pur de Chicago envahir la pièce stérile. J'ai placé la photographie sur mon bureau à côté de mon ordinateur portable, à côté de mon propre registre de vérité très réel. Mon téléphone vibra sur la table. Un nouveau message texte. Mon estomac se serra. Il venait de Siena. Je me suis préparé à une dernière supplication, à une dernière malédiction, à une demande d'argent. Je l'ai ouvert. Il n'y avait que 3 phrases. J'ai signé le bail. C'est un studio à Uptown. Je commence à Shop Vibe lundi. Je ne vais plus te gêner. Je l'ai lu une fois, puis une deuxième fois. J'ai levé les yeux de mon téléphone, par la fenêtre vers la vaste, étincelante et impersonnelle ligne d'horizon. J'ai expiré un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis toute ma vie d'adulte. Le jeu était terminé. Il n'y avait pas de défilé de la victoire. Personne n'applaudissait. Il y avait juste un nouvel ordre. Il y avait un équilibre. Et c'était suffisant. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Je suis vraiment curieux de savoir d'où vous écoutez tous. Alors, veuillez laisser un commentaire ci-dessous, et connectons-nous et partageons nos pensées. Si vous avez apprécié, veuillez vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et nous soutenir en cliquant sur ce bouton pour que cette histoire puisse être entendue par plus de personnes.